Je sais que la société de bonjour. Le sectionnement est encore normal de se voir cette heure-ci, mais alors un samedi, après 2 jours. Merci d'être là. Le programme. Il y a un peu qui là où j'étais très intéressant par exemple la pourquoi c'est bien intéressant dans cet atelier, donc on peut demander à cette rapporteur, le président, le modérateur, le atelier pour nous dire comment ça s'est passé. Le principe étant qu'on a des recommandations pour pouvoir synthétiser, pour avoir des recommandations pratiques pour continuer à travailler pour l'année prochaine. Je parle très long ce matin. C'est Kinza qui va nous faire le rapport pour le journal culturel. C'est Christine qui va nous faire le rapport pour le design à 4, Ayo pour le cinéma, Abel pour l'information professionnelle. Pour le festival, c'est Amadou Kalba. Pour la musique, c'est Luc, Moïchekou. Et pour le statut d'artiste, les droits d'auteur, etc., c'est Dunier Festival. Donc, sans plus tarder, je demande à Kinza de nous rejoindre. Merci beaucoup. Et pour le timing, 2 minutes par rapport.
Bonjour. Je vais faire monter. Bonjour à tous et bravo d'avoir réussi à entendre votre aide ce matin. Solidarité. Alors, en ce qui concerne le journalisme culturel, l'Académie qui nous a occupé hier après-midi à rassembler une quinzaine de personnes, toutes issues des pays principalement francophones. Donc, c'est de nous dire à quel point c'est peu représentatif de la diversité de nos pays. Alors, j'ai eu du mal à suivre, nous avons tous eu du mal à suivre d'ailleurs le modèle qui nous avait été proposé, le modèle de réflexion qui nous avait été proposé, étant donné que la priorité absolue que nous avions, c'était de nous connaître les uns et les autres. Alors, pour l'inventaire des ressources, on n'a pas pu vraiment avancer, étant donné que nous avions d'abord à nous connaître, à échanger nos expériences, et donc l'inventaire des personnes, des structures et des lieux de pôle d'excellence actifs dans le domaine du journalisme culturel dans le continent devrait donner lieu à un travail ultérieur dont je n'ai rien à vous présenter sur ce point. À part la plateforme Afrique, que tout le monde connaît, les expériences des uns et des autres restent locales, au mieux interrégional, il n'y a pas de journalisme culturel africain à l'échelle continentale. De plus, bon, le fait qu'on soit tous francophones et qu'on représente très peu de pays, donc, comme je l'ai déjà dit, rendait ce tour d'horizon très peu significatif. Nous avons des journalistes, qui ont envie d'écrire sur la culture, nous avons des journalistes qui écrivent en culture et qui assument parfois de devenir critiques littéraires, de musique, de cinéma, etc. C'est un bon point de départ. Il y a quelques initiatives en ligne pour faire notamment des agendas culturels dans différentes villes et dans différents pays. Mais le problème qui se pose, c'est de façon vraiment tout à fait généralisée en ce qui concerne tous les intervenants, le problème de la formation, le problème de la culture générale des gens qui s'engagent dans le journalisme culturel, le problème aussi de la reconnaissance du journalisme culturel en tant que spécialité. Au niveau des investissements et des financements, la question qui se pose, c'est la question du modèle économique pour les sites internet qui sont de plus en plus nombreux. En ce qui concerne les caractéristiques des foyers créatifs qui m'ont dans ce sujet, je souligne que nous sommes tombés d'accord sur le fait que tous les gens des contextes politiques, sociaux, économiques et évidemment l'évaluation des industries créatives dans chaque pays. On n'écrit pas en culture dans un pays en paix comme dans un pays en guerre. Et c'est un constat vraiment de base, on n'écrit pas en culture quand on n'a pas d'industrie créative de façon générale. En ce qui concerne les points faibles et les défis, je crois que là, pour le coup, la complainte c'était largement partagée. Manque de reconnaissance de la profession de journaliste culturel, systématiquement supérieure par rapport à ses contraintes d'économie, de politique ou éventuellement de reportage de société. Donc, évidemment, on ne pas demander de budget pour nos déplacements, une façon de redonner la somme de rapport. Par ailleurs, le niveau de professionnalisme a été très souvent dénoncé. Ce point est renforcé aussi avec l'arrivée de blogs autodidactes et de journalistes professionnels qui met une pression supplémentaire sur les journalistes qui essaient de se professionnaliser. On a souvent l'impression que le journalisme culturel et économique se regarde des considérations économiques et politiques qui sont perçues comme des urgences. Dans certains pays, nous avons des codes de la presse répressifs, même si les touches de façon indirecte au journalisme culturel. Et enfin, il a été évoqué parfois la difficulté de faire de la critique qui est perçue souvent comme une attente personnelle et qui n'est pas perçue comme un mode d'écriture spécifique à la presse culturelle. On a posé également la question des critères d'évaluation des œuvres, livres, musique, cinéma, etc. Tout ce dont nous, journalistes culturels, avons à parler pour être des standards internationaux. Et la question est, faut-il
soutenir coûte que coûte notre production locale, même si elle est médiocre ou période malade. Et donc, je salue le professionnalisme de monsieur Alexander qui a rappelé l'importance d'être sincère et d'être professionnel. Évidemment, le fait que les culture sont souvent assez loin du divertissement, et rarement à de l'enquête structurelle sur le secteur de la culture, et également reprendre un contexte de pièces surmontées. Donc, pour nous avons tout à faire pour établir des symboliques régionales et continentales pour soutenir le secteur, et donc pour fournir avec 5 idées innovantes selon les idées d'intégration de la chaîne de valeur du secteur de l'économie durable sur la dimension intra-africaine. D'abord, évidemment, ça ne vous donnera pas l'information de journalistes culturels. Deuxièmement, la mise en place d'un dénominateur de personnes et des structures actives dans ce secteur. Troisièmement, le renforcement des industries culturelles comme secteur économique pour plaider de façon plus efficace sur l'importance des journalistes culturels. Il y aura plus de place dans les débats quand nos patrons de presse auront conscience de l'importance économique de la culture dans le paysage de l'économie. Un projet avec Ministère à Arterial Network pour faire un projet de réseau de journalistes culturels, ça serait à relancer pour permettre des échanges et l'établissement de partenariats. Et enfin, il est absolument nécessaire de faire une veille sur les questions de liberté d'expression. Donc, le journalisme culturel n'est pas isolé, évidemment, pour la protection des journalistes. Donc, pour pouvoir exploiter les compétences africaines dans toute la chaîne de valeur, il faut d'abord que cette chaîne de valeur se crée, ça nous conclusion, et dans la mission culturelle peut y participer, mais il y aura de légitimité vis-à-vis des industries créatives bien structurées, c'est une question de bon sens. Implémenter aussi à faire pour que la culture soit envisagée sous cette forme d'industrie culturelle, et non seulement sous l'angle du divertissement. Donc, je vous invite à prendre la culture au sérieux parce que nous savons écrire, nous savons parler, nous avons absolument plein d'outils faciles d'accès à notre disposition. Et une de notre responsabilité, c'est de comprendre que la culture n'est pas un luxe, que nous devons éduquer les gens pour qu'ils deviennent un public, qu'ils deviennent des consommateurs de culture. Mais pour l'instant, la route est encore longue et nous serons, j'espère pas trop longtemps, mais pour l'instant, nous serons encore bonnes. La technique. C'est bon, l'accumulation. Pour le rapport design research, vous avez écrit ce matin de Royaume, c'est le welcome. Good morning. We are in the craft and design focus group. We have 19 participants. When you look at the exports from Africa to the rest of the world, crafts come second. Our biggest export to the world is design and then craft. However, we tend to be one of the less sexy sectors. We are not like fashion, we are not like film, and we are usually relegated to the back, to traditional market spaces. And so the presentation or the discussion was focused on opportunities and trends that can sort of push us to the next level. So one of the things that we sort of started talking about was the concept of luxury in handmade. More and more craft is moving away from traditional aspects and going into contemporary, and that contemporariness lies at the borderline of luxury, and therefore people are starting now to brand their products as luxury handmade. And this is actually an opportunity that a lot of designers within the sector can start to take advantage of, because we went into defining what luxury is, and we talked about the exclusivity, we talked about craftsmanship, we talked about price, all of the things that we were able to sort of capitalize on and sort of start branding ourselves
as luxury handmade. And why not? When you look at the history of luxury, there's always an element of handmade. When you look at the most expensive pairs of shoes from Italy, one of the things that they're selling is that it's actually handmade. Every pair of shoes is handmade. And therefore, we want to look at this as an opportunity to move forward. The other opportunity we talked about was domestic markets. I know that there's been a lot of talk about the lack of markets for creative goods and services within Africa, and yet I'm always the person who wants to contest that sort of thinking, because I repeat this often enough, it's based on research. We did a survey last year, late last year, and asking sample group why they haven't, and this is based in Nairobi, and we asked a sample group of 239 people if they had purchased local handmade crafts, and 65% said no. Of that 65%, 40% said they didn't know it existed. And this is what I'm saying. I mean, when we talk about crafts, a lot of people know the souvenirs and the trinkets that belong to the markets. But a lot of people don't know the existence of this new genre of contemporary craft that lies in the borderline of luxury. And so when we think about how many people don't know that contemporary craft exists, we are looking at a huge opportunity to sort of start tapping into a growing middle class. You know, they say that Africa has the fastest growing middle class. And middle class comes with its own values. It is a middle class values the want to buy more, we place more demands on the stuff that they're buying. And if they look around and there's nobody to sort of take up that space, where do they buy this stuff from? And so we must be quick enough to sort of move with the growing middle class, because they have more money to spend. What do they spend it on? They must find a story. Yeah? One of the other things that we talked about, which is quite interesting, is that when we look at the creative goods and services, it doesn't follow normal market practice. So we don't talk about demand creating supply, it's the other way around. You have to create a supply for there to be a demand. Therefore, you have to create, take it to the market, and then you create the demand. I mean, when you think about it, we don't create fashion because there's necessarily a demand for fashion. We wear clothes. Is it fashionable? We don't know. But when you create a line, like a funny word, then you create a demand for that line, no? Yes. Okay, so then we also spoke about design, innovation, and a story. And I really like the last part, a story. What stories are we telling about Africa? What stories are we telling about our cultural heritage? We don't tell those stories enough. We don't tell them strongly, powerfully enough. And so we find that our narrative is being told by other people. Now, where does narrative, where does story fit in with contemporary craft? It fits in with the packaging. It fits in with the raw material. It fits in with the story that you tell. Come on now. We're tired of the disease and the hunger and the starving children. We want to start telling a new narrative. And how best to tell a narrative? You know, there's no better way to tell a narrative than with the first and the second biggest export out of Africa. Design and innovation, we touched on that. If there's an opportunity really for design and innovation, we must stop to create for ourselves and start to create for the people that we are making these things for. We talked about not sitting in a room and creating things and then taking them to the market can we buy them, we come back and say there's no market. Intellectual property follows design. We don't protect our intellect enough. And so we find that there are people who will come and appropriate what is historically ours and then package it as theirs. We have had a big case in Kenya right now with something we call the kendo, which is a traditional basket, and the Kikoi fabric. I'm sure a lot of you are familiar with the Kikoi fabric. There's a company in the UK that almost appropriated the name Kikoi, and what that would have meant is that we would not have been able to export Kikoi to the UK without paying duty, without paying them. And yet, that is our heritage. And so we must be very aware of the things that we create.
We talked about the lack of knowledge of in intellectual property, and yet a lot of governments are becoming stronger in intellectual property regime. We touched on technology. There's really a potentiality that lies there, not just in post-production, but in pre-production. We have not successfully used it for marketing purposes, but there's actually bigger potential in design and prototyping and research and things like that. The final thing that I want to touch on is global outsourcing. Because of, I was reading somewhere that actually Africa adds value to its raw materials. Maybe it's less than 5%. We export a lot of raw materials, and what we add value on is as little as 5%. And so one of policy things that a country like Ethiopia, which I'm told has about 90 million sheep, goats, and cows, it's a very big leather industry. One of the things that they have done now is that they have made it impossible for you to export raw leather out of Ethiopia. And so what that means is that you cannot export it in its raw form. You have to get into the country and create what you need to create within the country, which means that they keep everything in the country. What does that mean? That now we are seeing more and more companies from abroad bringing their design lines to Africa. Is that an opportunity? I think so. Because if it's going to keep the money, if a huge part of the value chain is going to stay in Africa, why not? You know? Thank you. Thank you, Christine. Bravo, Christine. Pour le cinéma, je demande à Ayo de nous faire une présentation. Oui, Ayo. Thank you. Good morning. At the cinema focus session, I was lucky to be the only Anglophone, supported by two other Anglophone speakers who were mainly Francophone participants. We were 13 in number, and I was one of the privileged Anglophone speakers, and it took me a very great effort to get the notes. We had in our notes yesterday one of the best ones in the film industry in Morocco, Ali Essafi, who shared his experience and views about the situation of film industry, the cinema in Morocco and by extension, North Africa. We focused his presentation on three areas, namely capacity building, production, and distribution of things in Morocco and North Africa. He noted in terms of capacity building, that we need to make a distinction between audiovisual trainings and trainings in cinematography. According to him, there has been more emphasis on audiovisual training without corresponding attention on cinematography. As an expert with several years of experience, he lamented the low level of advocacy for training, especially in Morocco, where professionals always focus their public outcry on challenges in production and distribution. In Moroccan cinema industry, a lot of activities have happened over the last 50 years of independence without concrete foundations and sustainable structures in place. Capacity building, according to me, in the industry has been largely unrealized as a result of inadequate regional
cooperation, and restriction in mobility. A situation which he believes applies to the rest of the continent. Interregional cooperation has been very, very difficult, just like the example of what I presented to the Minister 2 days ago. The potential of cinemas in Morocco have not been harnessed due to absence of policy and strategy on youth education, coupled with the lack of tradition of image creation. Mr. Exactly made us to understand that in Morocco, there's really no tradition or historical background about creation of image. As such, with little or no opportunities for formal education in cinema and filmmaking, it has been very, very difficult to harness the potentials. In terms of production, Mr. Exactly noted that he, as an individual, as an expert in the industry, as a veteran, does not believe there is a North African-owned cinema. In his view, there is a disconnect between the filmmakers and local audiences in North Africa, using Morocco as a case study. Each filmmaker tries to create work by directly copying European and American models without adapting the content to the local context. There are no infrastructures for film distribution in North Africa. Cinemas have disappeared. Films in North Africa are mostly produced from perspectives of audiences in Europe and America. There's little engagement with local audiences to have a better understanding of their tastes and preferences. The speaker concluded that government has failed woefully to provide infrastructure for training, production, and distribution. He however expressed optimism and prospects for the Moroccan film industry. In recognition of development in multimedia technology, he believes that work will be created and distributed for local audiences without copying the European and American models. Multimedia technology will also be enhanced networking and access to local audiences, as well as creating archives to preserve historical knowledge. He submitted that it is the responsibility of filmmakers in North Africa to rise to the challenge by creating content that reflects the region's realities and context. At the brainstorming session, participants gathered that in North Africa, no formal educational opportunities for cinema. There's lack of content in production, local content in production, absence of distribution channels, and some publicly accessible funding, but not meant for capacity building, mainly for production. In West Africa, basically the focus was on Ghana, Nigeria, and Ivory Coast. There are formal training opportunities in filmmaking. Production is focused largely on home videos. There are working informal distribution channels, just like what Mr. Bibliothèque presented with Novembre yesterday. There are also limited access to funding. Public support is recent and largely accessible mostly to well-established filmmakers. From Central Africa, using Gabon and Cameroon as the focus countries. There are also formal training opportunities for filmmakers, complemented by technical support from abroad. Access to funding is highly limited. Filmmakers devise individual initiatives strategies. Most important resources available. We categorize the resources into three. Human resources. Most African countries have adequate human resources in terms of talented actors.
financial resources, most countries lack access to funding. However, there are some public funding opportunities in Morocco for production, although no corresponding investment in training. Participants also believe that there are public funding opportunities in South Africa, and some limited government intervention funds recently available in Nigeria. Technical resources was generally agreed among participants that there is shortage of technical expertise across the regions of Africa. Concrete examples of what already exists. In Cameroon, there is a good number of existing structures for capacity building, notably the Center for Audiovisual Formation, CFPA, the Institute of Fine Arts in Nkonzamba and Shang, the University of Yaoundé, and the Two-Free Traveling, whose proprietor is here with us. In Gabon, there is a system of funding for films, a very funny system, through solicitation from politicians where at the premiere is held at politicians' homes. In Ivory Coast, there are several schools for training filmmakers, and there is a festival dedicated for promoting the works of young filmmakers, where workshops are conducted to develop the practice. In Morocco, there is a Pan-African Film Festival, which takes place in Royaume to promote interregional cooperation. Characteristics of the creative hubs across different regions. But our focus was on Nigeria. The most important resources available are the people. There are numerous talented actors, script writers, directors, and producers who usually team up to produce affordable home videos. Films in Nigeria are produced in English and 3 languages, with each serving huge population of audiences. Factors of success. Film professionals work together with pool resources together and expertise to produce low-budget films at affordable prices to the target markets. Local content dominates the markets. Then there's a combination of huge local and diaspora markets for the Nigerian, but Nollywood films. Nollywood movies are largely commercial productions, which ensures sustainability, as we have seen in the presentation yesterday. The challenges and shortcomings for the sector. It was generally agreed that there are inadequate capacity building programs. More cinematographic training is required to complement audiovisual training across all regions. There is a lack of efficient distribution channels, lack of reliable data and statistics on the industries across the region, limited funding. The concrete strategies that can sustain our recommendations really. From the example given by the participant from Cameroon, there's a special crowdfunding model currently working in Cameroon, which may be replicated in other parts of the continent, where a filmmaker solicits airtime credits in small values from a large pool of contacts and converts into cash to produce a film. Of course, the enforcement of local content policy on broadcast media. Mapping of the film industries, as conducted in Nigeria by British Council and the World Bank, may be replicated across the continent to compile reliable data and statistics. Thank you. Merci à vous. Thanks. Et pour le rapport pour la formation professionnelle, je vous appelle Noël. Alors, le programme, on était 16 participants.
Le speaker était, modérateur était Judy Ogana de Royaume Art Center, Nairobi. Et la rapporteuse était Annabelle Judith, j'en étais le speaker. Pour résumer, en fait, d'abord une petite impression personnelle. C'est vraiment une très 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 grande chance de pouvoir réunir dans un atelier comme ça des acteurs professionnels africains à un moment pour réfléchir sur une question en Afrique. C'est des moments très rares et quand on peut les faire, on avance vraiment parce qu'on a on n'a pas vraiment entre nous de connaissances de ce qui se passe en Afrique, soyons honnêtes. On sait par rapport par exemple à la formation professionnelle dans nos métiers, on connaît plus les écoles qui existent en Europe, aux États-Unis, que ce qui existe en Afrique, dans les pays voisins. Donc, pour commencer, on a fait une compte de cadrage entre nous. Il y a 3 piliers dans nos métiers, l'artistique, le technique et l'administratif. Et on s'est dit, on va dire, plus parler du technique et de l'administratif que de l'artistique. Partant du principe que l'idée, c'est de voir comment travailler entre différents pays par rapport aux différents niveaux de maturité en termes de formation professionnelle dans les différents pays par rapport au secteur professionnel. Et partant du principe que la formation artistique doit exister dans tous les pays. Donc la formation professionnelle et administrative peut être mutualisée dans un premier temps pour des raisons pratiques pour commencer à avancer. Donc, on a parlé d'une cartographie où on mettrait tous les pays africains et un point créé, par exemple, les pays où il serait intéressant de former des techniciens son, lumière, cinéma, on vient d'en parler, pour pouvoir avoir de la circulation de stagiaires et de professionnels entre les différents pays africains. Donc, il y a eu un petit exemple, un très joli exemple de l'Afrique du Sud qui ont fait des trucs sur la formation, qui vont mettre à disposition, qui vont faire une formation avec le Zimbabwe, pays à côté. Et l'idée, c'est de les peut-être partager avec tout le monde. Arterial Network a aussi des toolkits pour les formations, pas pour les formations, mais pour le leadership culturel, pour le management culturel, pour l'advocacy, etc., qui sont déjà sur le site. Et l'idée, parce qu'on était focus pratique, en fait, l'idée, c'est de les mettre à disposition à tout le monde pour que tout le monde s'en serve. Par contre, on a fait le distinguo entre ce qu'on a appelé la formation professionnelle sustainable, durable, et la formation professionnelle pas durable, je m'explique. Il y a deux types de formation professionnelle. Il y a la formation professionnelle continue et la formation professionnelle initiale. La formation professionnelle continue s'adresse à des professionnels qui sont déjà en exercice, à qui il faut une formation de 2 semaines, 1 mois pour un point précis. Il nous en faut aussi. C'est ce genre de formations qui sont en général financées par les institutions étrangères, le British, le GOTS, etc., etc. Par contre, ce qu'il nous faut, et c'est là où on a un peu de la défaillance, c'est les formations professionnelles initiales. Partant du principe que nous avons tous pratiquement dans nos pays africains des pyramides d'âge inversées, et nous avons beaucoup de gens qui voudraient en faire leur métier. Et pour devenir ingénieur du sang, par exemple, il faut 3 ans d'études. Donc, on ne peut pas agir que par à coup. Et l'idée, c'est d'utiliser les infrastructures qui existent déjà, par exemple les universités, puisque on a observé que, par exemple, au Maroc, on a un cursus administratif de management culturel dans l'université. Mais le constat, c'est que les étudiants, quand ils sortent de ces universités, ils ne sont pas employables. Ils ne rentrent pas dans le marché du travail. L'idée, c'est que les acteurs professionnels aident les universités, ce qui existe, pour les programmes de formation, pour que les formations soient les plus réalistes possibles par rapport au marché, et pour que ceux qui sortent des universités
soit employable dans l'État. Deuxième chose, c'est qu'il y ait, en fait, on a réfléchi à une sorte de site internet qui permettrait d'échanger des informations entre acteurs professionnels africains et de permettre une circulation, parce qu'il y a dans nos métiers artistiques, notamment techniques et administratifs, une obligation. On apprend aussi en mettant la main dans le tas. C'est qu'il y a la partie théorique, mais il faut aller s'enfronter à la réalité. Et donc l'idée, c'est de faire circuler les stagiaires, les professionnels entre pays africains, et ce serait même un merveilleux moyen d'avoir la circulation qu'on se connaisse entre nous. D'ailleurs, par contre, du principe que dans beaucoup de festivals en Afrique, on voit l'exemple au Maroc, mais c'est aussi vrai dans d'autres pays, les postes techniques, sans lumière, etc., ou administratifs un peu élevés, sont occupés en général par des gens qui viennent d'ailleurs. On le voit ici au Maroc, au cinéma, par exemple, le directeur de la photo, par exemple, ou le régisseur son, quand c'est quelque chose de pointu, on les amène d'ailleurs. Les postes qui restent sur les Marocains, et je crois qu'on a vu que c'était un peu la même chose dans les autres pays, pour les autochtones, le reste des postes de figurants, c'est un élève ou celui qui va chercher le café, faire le ménage, etc. Alors que nous avons des jeunes qui ont un joli prérequis, puisque notre université marche, au fait, il nous faut être très précis en termes de formation professionnelle, de pointer en termes de programme que s'il faut pour le marché, en termes de savoir-faire, de savoir-être, pour pouvoir être employable dans le marché tout de suite. Et on voit qu'il y a une niche, il y a du boulot. Il y a des postes qui sont occupés par des noms africains, sont très clairs. Et on peut faire circuler et les postes et la formation. Alors, pour finir, l'idée, en fait, on était très pratique, bien qu'il y ait des exemples de temps en temps un peu loufoques. Mais, pardon? Donc, l'idée, c'est, on va y travailler, on va s'échanger nos informations parce qu'on a décidé d'être ensemble sur cette question. On va travailler sur un site internet dans lequel on met les techniciens mettent leur CV, les administrateurs mettent leur CV, les écoles qui existent mettent leurs coordonnées, les producteurs mettent leur production, comme ça on met en relation les patrons de festival pour pouvoir aller chercher un technicien africain dans un pays à côté qui n'aurait pas pu trouver s'il n'y a pas de lien par un site internet tout simplement. On commence par ça et on voit la suite plus tard. Merci beaucoup. Maintenant, je me retourne au mobilier, je vais changer de casquette. Et pour les festivals, je demande à M. Amadou Falba un petit peu. Bonjour, ça va pas être facile de parler avec le président. Mais on va rester quand même. Je suis Amadou Falba, je viens de Dakar, du Sénégal. J'ai fait le petite session festival avec Faisal qui est là, Bayuma Festival, et on avait comme modératrice Madame Patricia récemment de l'Argentine, et comme rapporteur le Malien Ata Maïga. Donc, nous avons fait une intervention sur déjà un peu l'état des lieux, les forces et les faiblesses, les suivants 4 points, comme son administration, c'est-à-dire les ressources humaines, l'artistique, les premières questions aussi de la technique, de la guerre, le financement, et en dernier lieu, on a aussi un peu pensé sur la question du public, de l'alliance. Les sorties pour nous, de les conclusions que la spécificité, par exemple, d'un festival de musique, il n'a pas la même préoccupation peut-être un festival de danse ou
de littérature. Il y a aussi vraiment des choses qui ne sont pas les mêmes. On n'a pas pu travailler sur différents types de festivals, mais juste dans le but général, on point de vue global, on point de vue plus large, comme ça on peut faire une conclusion qui peut parler d'un festival de musique, d'un festival de danse, d'un festival de théâtre. On a noté aussi un réel manque de professionnalisme et de mauvaise gestion que font nombre de festivals et le festival, la conclusion qui a été dégagée de ce festival ne dure même pas 10 ans. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de festivals aident à dépasser le cap de 10 ans parce que simplement il y a beaucoup de problèmes et souvent les gens pensent que c'est simplement l'argent. Alors qu'à côté, il y a un vrai problème de travail de fond, de rigueur au niveau de l'administration, de la technique, du leadership du directeur du festival, celui qui pilote le projet, envers notamment les partenaires financiers ou simplement envers les autorités locales. Mais il y a une majorité de festivals sur le continent aussi, ça tout le monde le sait déjà, qui dépendent largement des financements extérieurs. Je pense que c'est un peu 40 à 60% selon certains pays. Et il y a un secteur aujourd'hui qui est très florissant sur le continent, mais il y a peu de ressources qui sont développées. C'est-à-dire que l'Afrique est riche, il y a énormément d'argent, mais les gens n'ont pas ce talent ou bien cette capacité d'aller prendre cet argent au niveau certes de l'autorité locale. D'abord, des sponsors privés, ou développer des stratégies de mécénat, et ça, il faut une société civile culturelle très forte pour demander aux autorités de les faire comprendre que la culture, c'est pas quelque chose à côté, c'est quelque chose qui est évident, qu'on doit tenir compte. Donc, on a eu des ressources et des localisations aussi, on a fait un peu externer une rencontre de table entre les différents participants du continent. Et on a noté aussi qu'en Afrique, ce que je voulais dire, on va essayer de l'élucider un peu, il y a beaucoup de milliardaires sur l'échelle continentale. Mais ces gens-là ne sont pas bien travaillés ou qui ont un intérêt manifeste sur cette culture. Ils sont sur le sport, les populations vulnérables, les cigares, un peu plus bien, mais la culture aussi doit avoir sa part. Et on prend l'exemple de Bangor, ou bien des milliardaires africains sur l'échelle continentale, ils ne sont pas très intéressés. Une lieu, par contre, je pense que ça aussi c'est de la société civile culturelle qui doit faire un travail d'advocacy, de lobbying, de travail de fond pour les expliquer pourquoi leur argent, une part de l'argent doit être reversé ou bien mis dans des projets culturels. Et au niveau des programmes concrets de l'existant, on a noté qu'il y a un vrai problème au niveau de l'administration. C'est-à-dire que dans un festival quelconque en Afrique, on a l'impression que c'est 2 ou 3 personnes qui font tout le job. Donc, parce qu'il y a un problème de formation, c'est le directeur qui va chercher l'argent, qui a encore le directeur artistique, qui fait de la communication souvent, et du coup, ça devient un peu de force. Et il est très fatigué, et s'il veut, malheureusement, le festival meurt. Donc, il n'y a pas de pérennité, il n'y a rien du tout. Au niveau de la technique, ça aussi c'est un autre phénomène qu'on a observé, c'est qu'il y a peu de techniciens locaux, comme disait Adèle tout à l'heure, et il y a une implication très forte des internationaux dans l'organisation, notamment au niveau de la technique. C'est toujours les échanges réguliers, que ce soit en Dakar, ou dans et tout. Les pays peuvent disposer de matériel technique, mais les autres ne peuvent pas utiliser le matériel. Donc on fait appel à la main-d'œuvre étrangère, alors que il y a certaines pertinences pour une école de formation qui ne coûte pas grand-chose. On a noté aussi une absence de stratégie de fundraising très limitée. C'est-à-dire que les gens, quand ils font un festival, ils s'adressent à l'État, ils s'adressent à la ville, aux centres privés. S'il y a une politique de mécénat, vous allez voir les mécènes. Mais ça s'arrête là. On n'a pas encore développé des stratégies, de nouvelles stratégies pour aller chercher l'argent ailleurs, alors qu'il y a d'autres niches d'argent qu'on n'a pas la capacité intellectuelle ou technique pour pouvoir les convaincre d'investir dans la culture. Au niveau des travailleurs créatifs du secteur aussi, on a noté une nette avancée du sponsoring privé dans certains pays, comme il y a un autre développement aussi au niveau général, c'est-à-dire que ces travailleurs ont un nouveau, et ils développent des projets dans l'agriculture et l'élevage pour soutenir le festival. On a noté des offres artistiques très diversifiées, on peut voir du tout, du métal, du rock, du jazz, du hip-hop, etc. Et il y a une appropriation locale aussi du festival. Ce sont les festivals qui durent plus longtemps parce qu'ils ont trouvé des mécanismes pour
que la population s'intéresse au projet local. Et une équipe administrative professionnelle, technique bien formée aussi, l'existence d'infrastructures dans certains pays, l'implication des autorités comme dans le pays comme le Nigeria, l'existence d'une stratégie de communication efficace, des festivals qui sont très connus en Europe et qui se passent en Afrique comme le Bushfire et le Swaziland. Au niveau des plans faibles, on a noté le manque de logistique technique. L'équipement souvent est importé, il y a des pays qui ne disposent même pas de parc matériel. Une reconnaissance des droits des artistes par les artistes eux-mêmes, l'existence du statut de l'artiste dans certains pays, la quasi-totalité des festivals n'avaient pas développé des emplois directs ou indirects, et l'équipe d'organisation très réduite, comme je le disais tantôt, difficulté de mise en œuvre des politiques culturelles parce qu'on ne peut pas faire un festival et décaler le de la politique culturelle du pays. Il faut qu'on s'aligne sur la vision de l'État. Et il y a une implication de ces États aussi dans le financement, donc la campagne de l'Europe d'ailleurs. Et ça a été dit, on a noté aussi qu'il y a une absence de politique de mécénat qu'on n'a pas entendu parler ici. On parle souvent de sponsoriser privé et tout, mais il n'y a pas de politique de mécénat dans nos pays. Et le merchandising aussi n'est pas très développé dans les différents festivals. Et les jeunes qui sont impliqués souvent dans ces projets n'ont pas une bonne formation en entrepreneuriat culturel ou en conception, gestion d'événements culturels. La formation des techniciens de côté encore. Au niveau des l'Afrique, on a pensé à faire un échange de bonnes pratiques entre différents festivals. Il y a un déchet du Nigeria avec, par exemple, un artiste de pour faire une période de tous les festivals en Afrique. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces festivals s'alignent en termes de temps? Est-ce que ça commence le 5 juin, comment commence le 8, etc. Ça, c'est pas du tout très réaliste. Mais on a noté l'exemple de la Mauritanie et du Sénégal. Le festival que j'ai géré avec Novembre, on a réussi quand même à cadrer nos dates. Je suis aujourd'hui et commence demain. Dakar marche, c'est 40 minutes par mois. Mais il est 300 €. Donc, on échange les affiches et tout, et ça marche depuis 5 ans. Pour continuer aussi, on a fait quelques recommandations, notamment de commencer doucement pour le festival et de le développer graduellement. Les gens veulent commencer aujourd'hui et avoir beaucoup de budget et tout, mais il n'y a pas un temps de fond derrière. Moi, j'ai eu la chance de faire un stage à Paléo Festival en Suisse, qui a le même âge que moi, que mon festival n'a même pas encore 10 ans. Je pense que les gens aussi doivent être très patients souvent et de ne pas regarder très bien dès le départ, être plus ou moins réaliste. Et s'adresser aussi aux autorités de la ville d'abord, parce que souvent les gens ils sortent de la ville, ils vont voir le ministre ou le président, alors que le président, son premier rôle, c'est de donner une visibilité internationale à la ville qui l'accueille. Et travailler aussi à l'instauration du système civil très fort pour pouvoir influer sur les décisions ou négocier avec les politiques pour que ces derniers passent un peu de, pas de discrimination politique, mais donne un pouvoir réel à la culture dans les décisions. Et en dernier aussi, on a noté une certaine valorisation du financement local, avoir une vision très claire pour déjà mettre un festival et les stratégies qu'il faut pour que les budgets des partenaires et le public, les pour la population locale du projet, parce que si un festival se fait à Rabat, que les gens de Rabat ne sont même pas concernés, je pense que ça ne fait rien du tout. Développer de nouvelles stratégies de financement adaptées au contexte local, on a vu l'exemple du Nigeria, dans l'industrie cinématographique, s'inspirer aussi des success stories à l'échelle continentale et mettre l'accent sur une bonne communication autour du festival pour que les gens savent de quoi on parle et s'enregistrer pour les entreprises pour fédérer les énergies comme ça, on sait qui fait qui, et qui fait quoi et qui. Je vous remercie. Il reste deux rapports de la musique. Je demande à Luc de venir nous joindre. Et après, Dunia pour les droits. Alors, au niveau de la musique, je vais aller assez rapidement. Et, nous étions 22 à travailler sur cette focus session. Et bien sûr, nous avons commencé
par une note de musique au piano pour accueillir nos participants. Et après, nous avons eu droit à une intervention slamée de Didier qui était intervenante. Nous avions deux intervenants, Didier et puis Créative, et donc ils se sont switchés pour la modération. Donc, je disais que cette intervention slamée de Didier qu'il a fait avec le cœur a d'abord compris un peu le contexte dans lequel les artistes travaillent. Honnêtement, il a déploré le fait que les artistes ne sont pas soutenus et beaucoup nourris dans la dignité, bien sûr, mais sans les moyens. Donc, tout simplement parce qu'il y a eu un manque de considération de l'État, un manque de reconnaissance de leur travail, et surtout un manque de cadre. Il n'y avait pas d'environnement pour eux, les droits d'auteur ne marchent pas de statut de l'artiste. Et donc, il a martelé sur cet environnement des artistes, mais toujours avec une note d'espoir, puisqu'il s'est dit, les choses ont changé. Aujourd'hui, les artistes n'ont plus besoin de s'exiler, ils n'ont plus besoin d'aller signer dans une majeure compagnie pour être visibles, tout simplement parce qu'il y a Internet. Et il le dit aujourd'hui, l'avancée de la technologie fait, par exemple au Sénégal, tout est dans son téléphone. Tout est dans son téléphone, il peut atteindre des millions de personnes grâce à son téléphone. Et ce n'est pas un moment d'idéologie que les majeures compagnies, que Google Sénégal, que YouTube viennent revenir s'installer en Afrique parce que l'Afrique aujourd'hui est vraiment the place to be pour la musique pour l'exploiter. Et pour cela, il attire l'attention afin que les revenus ne nous échappent pas. Tout simplement parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent, il va y avoir beaucoup de contenu à exploiter. Il faudrait que l'État crée des cadres, un cadre pour pouvoir faire profiter toute cette manne aux artistes. Lui, Créative a enchaîné justement aussi par ce même contexte, mais on parle de l'étroitesse des marchés. Donc, il manque encore en parlant justement du manque d'appui de l'État, du manque de financement, tout en signalant bien sûr quelques avancées par rapport à des projets pertinents, mais qui restent encore des petites niches dans chacun des pays. Donc, nous avons essayé de suivre avec tous les participants qui étaient là le schéma qui nous avait été donné, même si nous avons été un peu mauvais de ce côté-là, mais beaucoup de choses importantes en sont dégagées, notamment sur la question 1 au niveau des ressources. Donc, on a essayé que les ressources, de toute façon, elles sont disponibles dans chacun des pays. Au niveau financier, elles sont disponibles, comme on disait à la locale. Ça ne sert pas d'aller voir le président alors qu'on a une collectivité locale, alors qu'on a une mairie. Il y a aussi de l'argent dans les mairies. Commençons par les petites étapes pour aller de plus en plus loin. Il y a ces ressources qui sont dans le patrimoine. Je parle de ressources culturelles qui existent dans le patrimoine. Nous avons eu un petit débat ici en se demandant, la question était posée, comment les musiques traditionnelles peuvent se transmettre de génération en génération, et alors qu'on peut, pourtant elles existent partout, justement, il faut créer des centres où on peut aller se ressourcer par rapport à ces musiques-là. Au niveau des exemples concrets, nous en avons signalé quelques-uns, notamment un programme au Ghana, donc que Coco dirige et qu'elle mène avec l'Institut pour la musique qu'elle dirige. Et donc, ce programme qui aide les jeunes artistes à pouvoir développer leur talent, à pouvoir, c'est comme un concours, on les sélectionne, on leur fait de la formation, et surtout, on les permettait d'aller rencontrer d'autres programmes, d'autres projets, notamment le projet Musique Crossword en Afrique australe, où il permettait à ces jeunes-là d'aller justement rencontrer leurs collègues. Mais ce programme, malheureusement, s'est arrêté, et nous avons commencé à parler justement de la possibilité d'échange entre les artistes. Il y a aussi un exemple concret qui a été donné, notamment avec le CELAM en Éthiopie, où ils ont eu à créer des studios et à faire de la formation avec des professionnels, mais aussi un festival qui existe là-bas. Et le studio Sankara aussi développe un programme au Sénégal qui permet à des jeunes de pouvoir se mettre au live. Donc, en investissant une salle, en leur donnant des conditions pour répéter et en les mettant à la disposition des musiciens professionnels. Et justement, de cette communication, de cette discussion, est née une future collaboration, justement, parce que des artistes au Ghana veulent retrouver justement ces expériences dans un autre pays. Et probablement, on retrouvera cette collaboration entre le Ghana et le Sénégal dans ce contexte-là. Donc, au niveau des investissements et financements, donc, il y a eu ces studios qui se sont implantés.
structures de production, mais aujourd'hui, et on le disait au début, il va y avoir une implantation de grosses structures de production, notamment avec Universal Music, qui est venu s'implanter, mais aussi un projet intéressant au Burkina, qui s'appelle le Run Logo. Le Run Logo, qui est un lieu qui a été financé grâce à un partenariat avec des mairies, la mairie de Maroc et la mairie d'Abidjan, et qui permet aujourd'hui à plusieurs artistes, plusieurs techniciens, plusieurs acteurs culturels de retrouver un espace où tout en un, une scène, des espaces de création, des espaces de répétition, des espaces de production et de formation. Alors, au niveau de la question des caractéristiques, on s'est dit souvent que les lieux créatifs sont les plus présents dans les banlieues, parce qu'il y a une forte concentration de jeunes. Et aujourd'hui, les musiques urbaines, comme le disait Amadou, attirent de plus en plus l'attention. Donc, il y a dans ces pôles, dans ces zones, beaucoup plus, il y a beaucoup de créativité qui y est, notamment comme le Réseau, mais aussi ce projet agriculture urbaine qu'on a appliqué au Sénégal et qui permet à des jeunes dans les musiques urbaines de se former, de connaître le hip-hop et justement d'atteindre des scènes internationales à travers le festival qu'ils organisent. Plusieurs points faibles ont été aussi signalés, notamment le manque de financement, on en a déjà parlé, le financement adéquat, donc le manque d'infrastructures et de matériel, et ça on le retrouve dans plusieurs pays. Quand on nous disait qu'elle a besoin que les jeunes ont besoin d'avoir des scènes où se produire, il en manque du matériel, donc trouver des moyens afin que cela soit mis à leur disposition. Et l'un des défis soulignés est cette formation de base des artistes. Revient encore, puisque je l'ai entendu tout à l'heure dans les autres rapports. Au niveau des stratégies qui existent déjà ou qui doivent exister, et c'est vrai, je vais cumuler ça avec les recommandations que nous avons faites, c'est la possibilité de créer des fonds de promotion du secteur permanent, mais qui soient permanents et réguliers, et la création de fonds de mobilité. Vous savez que la mobilité est un gros atout pour la musique. Les artistes qui restent coincés chez eux, qui n'ont pas la possibilité de découvrir autre chose à l'extérieur, est un frein à la créativité. Et justement, il n'y a pas beaucoup de fonds qui existent. Je travaille justement sur un fonds qui s'appelle Novembre. J'ai des collègues ici où nous essayons d'appuyer cette mobilité, de permettre aux opérateurs et aux artistes de se déplacer sur le continent africain. Mais cette expérience, ce fonds ne suffit pas. Donc, il est important qu'il soit appuyé, mais qu'il soit aussi appuyé par des fonds, des ressources venues de l'Afrique. Aujourd'hui, Africa est essentiellement financé par des institutions hors de l'Afrique, c'est un facteur d'Afrique, et c'est un appel que je lance que le gouvernement puisse y participer. D'accord. Il y a un autre aspect, c'est l'harmonisation au niveau régional ou continental des lois sur les droits d'auteur. On ne peut pas, les combats qui sont menés, par exemple au Sénégal sur les droits d'auteur, au Burkina sur les droits d'auteur, ne suffisent pas, il faudrait qu'il y ait une harmonisation de toutes ces lois, afin que les droits de ces artistes, à travers les sociétés de reproduction, puissent converger tous en faveur des ayants droit. Et donc favoriser la formation, favoriser la réalisation de projets de collaboration artistes de différents pays, favoriser le développement des marchés, je pense que cela a été dit depuis tout à l'heure. Donc voilà en gros ce dont nous avons discuté sur ce secteur de la musique, des débats intéressants, mais qui je pense ne pourront apporter des fruits que si nous nous mettons à l'action. Merci. Toujours après les grands. Bonjour. J'ai été la modératrice de la session d'hier concernant les droits des artistes et la liberté de création. Nous étions une douzaine de personnes. La séance a été... il y a eu une présentation de la part de l'imam Khan, Monza.
Et le rapport a été rédigé par Innocent Vécu. The Translation. Il comprendra. Alors, en fait, on a commencé l'émission, on a eu du mal à se plier aux recommandations concernant le déroulé de la session. Donc, on a un petit peu innové et nous avons eu une première vue globale de la situation des droits des artistes et des droits de l'homme globalement en Mauritanie. Donc, on nous a pris une quinzaine de minutes pour nous parler du contexte dans lequel évoluent les artistes dans son pays. Également, nous avons eu le plaisir de pouvoir visionner un extrait du film de Monza qui vient de sortir, qui s'appelle Parole libre, et qui justement est un 52 minutes durant lequel Monza s'est attardé sur la situation des artistes mauritaniens, plus particulièrement des musiciens mauritaniens, leur quotidien, leurs défis, les difficultés auxquelles ils sont confrontés tous les jours, sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan artistique, sur le plan social, racial, etc. Donc c'était vraiment deux sources d'inspiration pour commencer le débat sur les droits des artistes en Afrique et sur la liberté de création. Donc on a très bien compris de la présentation de l'imam que la Mauritanie, le contexte mauritanien est pratiquement le même que dans le reste de nos pays africains. Donc il y a effectivement des conventions internationales qui sont ratifiées sur les droits de l'homme, mais qui ne sont pas du tout implémentées et mises en œuvre dans la réalité sur le terrain. La Mauritanie a un gouvernement qui sabote les droits des artistes et qui fait en sorte de les substituer par les griots, sans vouloir dénigrer ce type d'artistes, mais c'est une manipulation de la part du gouvernement mauritanien pour ne mettre en avant que ce type de création et exclure pratiquement la création urbaine et contemporaine musicale. Nous avons également eu un aperçu de l'état et de la situation précaire de la population mauritanienne en général, mais des artistes en particulier. Également, laquelle situation est vraiment une source d'inspiration pour les musiciens, pour les rappeurs en particulier, qui dénoncent cet état de fait et qui souffrent par conséquent d'une énorme censure de la part des médias. Moi, j'ai également souligné l'absence de plateforme d'expression artistique définie et de ce qui faisait que les institutionnels, ces plateformes institutionnelles et publiques, ce qui fait que les jeunes musiciens, rappeurs notamment, s'organisent pour trouver des alternatives pour ces espaces communs d'expression artistique où ils peuvent s'exprimer sur le régime dictatorial, sur le tribalisme, la censure, la manipulation gouvernementale, etc. Monza nous a bien expliqué également qu'actuellement, ce qui anime les artistes mauritaniens n'est pas de marketer, donc de commercialiser leurs produits artistiques, mais plutôt de pouvoir s'exprimer et exprimer leur déception ou leur critique vis-à-vis du régime qui est en place. Au cours de la conversation, il y a un certain nombre de points qui sont ressortis dans la discussion lors du tour de table que nous avons effectué pour faire l'état des lieux de ce qui existe chacun dans son pays. Nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous des participants non africains, donc cela nous a donné aussi un angle de vue de l'extérieur. Évidemment, ce qui a été souligné, c'est que la majorité des pays, de nos pays, ont ratifié les principales conventions sur les droits de l'homme et échouent ou ne mettent pas en œuvre en pratique les recommandations de ces conventions. Nous sommes également dans des situations, dans des contextes où souvent les droits des artistes ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante
des droits de l'homme de manière générale. Nous avons souligné parfois aussi la manipulation des médias dans le traitement parfois de cas de violation des droits des artistes, comme ça a été le cas en Tunisie ou dans d'autres pays. Les médias vraiment utiliser la situation des artistes pour leur propre promotion ou pour créer le buzz, etc. Nous avons souligné que également, souvent dans nos pays, ce n'est pas seulement les droits des artistes à proprement dit qui sont menacés, les artistes étant une catégorie sociale vulnérable, souvent menacée, qui n'ont souvent pas de voix qui portent pour défendre leurs droits, pas seulement leurs droits artistiques, leurs droits à la liberté de création, mais leurs droits humains en général, qu'ils soient économiques, sanitaires, sociaux, politiques, etc. Donc, que le plaidoyer devait se faire dans ce sens et placer les droits des artistes au même niveau d'égalité que le reste des droits de l'homme. Ça rejoint à ce que disait aussi Sana Tanzini de la Tunisie, qu'il ne fallait pas séparer l'artiste du reste des individus de la société parce que les droits étaient de toute manière inaliénables et interconnectés et qu'il fallait mettre en place des dispositifs d'éducation à l'école, d'éducation aux droits de l'homme, d'éducation au droit à l'information pour éviter les divisions qui peuvent se créer dans la société suite justement à des scandales qui impliquent, les scandales médiatiques qui impliquent les artistes, qui désignent les artistes comme contre la religion, contre le régime, comme athées, comme en marge de la société, etc. Il a été souligné aussi l'absence ou parfois le flou des dispositifs juridiques et légaux et des cadres légaux qui régissent tout ce qui a trait aux droits des artistes, que ce soit leur droit à un statut social, économique et professionnel, que ce soit le droit des auteurs et la propriété intellectuelle, et que souvent le fait de copier des modèles étrangers, occidentaux ou européens pouvait parfois être une perte de temps car souvent ce n'était pas adapté au contexte artistique africain. Il a été souligné également qu'il fallait absolument que les acteurs professionnels, les artistes, puissent se mettre ensemble et se réunir et travailler en collaboration pour pouvoir mettre en place leur propre modèle de gestion et de revendication de leurs droits, que ce soit au niveau national, au niveau régional, sous forme de réseau ou à l'échelle continentale. Et le dernier, enfin, non pas le dernier point. On a aussi parlé beaucoup du fait que de l'importance de la coopération internationale et l'échange avec les communautés artistiques de par le monde, notamment maintenant que nous avons les nouvelles technologies et Internet, car les communautés artistiques internationales pouvaient être un support important pour défendre les artistes en Afrique et apporter leur appui. Voilà. Ensuite, l'autre chose qui a été soulignée, c'est le rôle des médias et d'Internet. Il fallait être vigilant, car ces deux outils peuvent être également des couteaux à double tranchant dans l'activisme artistique et culturel. Donc, à l'issue de ce tour de table, évidemment, nous sommes sortis avec la conclusion à laquelle nous croyons tous. Évidemment, les droits des artistes et la liberté de création artistique sont au centre de la chaîne de valeur des industries créatives, que sans liberté de création, sans droit, sans démocratie, il n'y a pas de création et donc il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'économie. Concernant les idées innovantes, novatrices ou les propositions que nous avons émises à l'issue de cet atelier, je pense qu'on peut les compartimenter en deux groupes. Il y a des recommandations qui sont évidemment générales, mais sur lesquelles on peut travailler en tant que réseau pour pouvoir les mettre en place. Il y a le point qui concerne le plaidoyer, donc toujours et encore faire du plaidoyer permanent, du plaidoyer de proximité, donc qui soit proche de la population, de la communauté des artistes, et du plaidoyer à distance à travers
Internet et ce que peut apporter aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information. Ce plaidoyer doit mettre les droits des artistes au même niveau en termes de revendication que le reste des droits humains, qu'il fallait faire un plaidoyer pour une culture de tolérance, de paix et d'acceptation des autres cultures et de l'autre sans supériorité aucune. Et cela en se référant à des outils internationaux tels que la Convention UNESCO 2005. Il a été également recommandé de faire en sorte que les artistes de toutes les disciplines puissent se réunir et puissent travailler ensemble pour avoir une voix plus forte qui porte et qui puisse porter les revendications au plus haut niveau des États. Droit d'auteur, ça veut dire pas seulement la liberté de créer, mais le droit des artistes, c'est pas seulement le droit d'auteur, c'est très important, on en a beaucoup parlé, et de propriété intellectuelle, mais on a aussi beaucoup parlé du statut de l'artiste, de son statut professionnel, de son statut social, etc., qui devait être placé dans un cadre précis, légal et juridique, que les artistes que nous devions mettre en place un plaidoyer qui utilise des arguments économiques, donc qui démontre la contribution économique des artistes dans l'économie et dans la croissance économique de nos pays, comme outil donc, ou argumentaire pour convaincre les autorités et négocier avec les autorités de mettre en place ces cadres juridiques. On a aussi parlé de collaboration régionale et d'inspiration des modèles existants. Donc, il y a eu des exemples qui ont été cités, encore une fois, la collaboration entre le Sénégal et la Mauritanie sur les droits d'auteur, la collaboration entre l'Éthiopie, donc c'est l'un Festival, et la gestion des droits d'auteur au Kenya. Donc des modèles qui marchent, qui sont déjà très avancés en termes de mise en œuvre, et donc on peut s'inspirer au lieu de réinventer la roue et d'essayer de chercher ailleurs. Toujours, donc on peut mettre en place on recommande de mettre en place des méthodes d'échange des bonnes pratiques qui existent et, entre les différents pays. Ensuite, il y a un autre élément qui a été soulevé, c'est la mobilité, et qu'aujourd'hui, il fallait sensibiliser les artistes, faire des actions de sensibilisation des artistes à utiliser la Convention UNESCO 2005, encore une fois, ou à faire ratifier cette convention qui appelle à un traitement préférentiel pour l'obtention des visas et la mobilité des artistes quand ils veulent se déplacer. Donc ça, c'est des recommandations de manière globale. Il y a des choses qui s'adressent plus à l'outil Approach Africa d'Arterial Network. Et donc, il a été recommandé que Approach Africa et Arterial Network, à travers cet outil, puissent développer une advocacy, donc un plaidoyer, sur la base d'un leadership fort qui permet de défendre les artistes et d'atteindre les plus hauts sommets de nos États. Donc, pas seulement les médias, pas seulement Internet, les réseaux sociaux, mais vraiment avoir des figures des figures leaders dans le secteur créatif africain qui peuvent porter la voix des artistes. On a également une deuxième recommandation de Approach Africa, c'est de ne pas se limiter au plaidoyer à la défense et à la dénonciation des violations des droits des artistes quand il s'agit de grosses affaires qui font le buzz, qu'on connaît, qui concernent de grands artistes, mais essayer de faire aussi de la défense de proximité auprès des communautés artistiques, des petites communautés artistiques, des artistes qui ne sont pas connus, etc., qui subissent quotidiennement des violations de leurs droits sur le terrain. Donc, faire aussi ce genre de plaidoyer. Et c'est tout. Et donc, je pensais qu'on avait une troisième maintenant. Donc, pour conclure, je pense qu'en termes de plaidoyer pour les droits des artistes et pour la liberté de création, Approach Africa est un jeune outil. C'est un outil qui est, à mon sens, prometteur. J'ai travaillé avec d'autres sur sa mise en place.
J'y crois beaucoup, personnellement. Et je vous appelle, vous aussi, à avoir dorénavant le réflexe Approach Africa sur tout ce qui concerne le droit des artistes et la liberté de création et leurs relations dans nos pays respectifs. Merci beaucoup. Alors, juste, j'en profite pendant que beaucoup d'entre vous sont dans la salle pour faire des annonces techniques. Il y a beaucoup de gens qui commencent à partir aujourd'hui. Évidemment, vous avez tous reçu vos feuilles de route, mais quand même, il y a encore une fois des tableaux à la sortie de l'auditorium pour vous rappeler vos horaires de départ et à partir auquel vous partez. Et si vous ne trouvez toujours pas l'information, vous pouvez demander à notre équipe qui vous orienteront bien gentiment. Et deuxième information, donc, comme vous le savez, les travaux se terminent à la mi-juin aujourd'hui. Et nous prévoyons un après-midi libre pour chacun et une soirée en dehors de la Bibliothèque Nationale. Donc, il faut se rendre à l'hôtel BNB. C'est là où se fait le meeting point, donc le point de rencontre, avec 2 départs en bus, un à 19h et un autre à 20h. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à vous présenter à 19h devant l'hôtel BNB, que vous pouvez retrouver encore une fois grâce à la petite carte que vous avez dans le programme. Merci beaucoup. Merci, Thomas. La tâche est énorme. Sans le voir, il n'y a pas de création sans liberté de création. Il n'y a pas d'industrie créative sans consommateur, sans client. Et donc, on est obligé de batailler au niveau politique, liberté de création, d'expression, etc. Et au niveau politique culturel, c'est consensus, éducation, formation, etc. Et pas d'industrie créative, mais pas de structuration professionnelle. Donc, on est obligé de nous organiser un peu, et dans les différentes disciplines, structurellement, mathématiquement, sans vous couper du cœur, l'ingénierie, c'est structuré entre musiciens, entre producteurs, entre etc., etc. Et en même temps, faire les plaidoyers au niveau des mots institutionnels pour faire respecter nos libertés de création, d'expression, etc. Pour ne pas avoir le frein déjà dans la tête quand on est enfant. Et tout ça avec sourire et détermination. Et on va y arriver. On va se s'envoler aujourd'hui, mais excusez-moi, c'est samedi. On va faire une chose. Après, on va attaquer le régime, si j'en dis, le Vietnam. Oui. On va avoir une session de questions. Pardon? J'ai une question par rapport au rapport à la nécessité d'auto-session, donc je vais la poser là. Tu peux, c'est obligatoirement public ou tu peux la poser en appart? En fait, elle s'adresse aux autres. Allez, vas-y. C'est bon. Voilà. Merci, bonjour. Je suis Ayoko Melissa, donc journaliste consultant. Je voudrais vous remercier pour ces rapports sur les différentes focus sessions. J'ai deux petites questions en fait. C'est la première fois que j'assiste à une conférence d'Arterial, une conférence annuelle. Je me demandais en fait s'il y avait eu d'autres précédemment, notamment l'an dernier, des ateliers comme ça thématiques. Et si ces états des lieux n'avaient pas déjà été faits. Donc ça c'est ma première question, parce que j'ai l'impression qu'ils sont effectivement un petit peu comme si c'était une première conférence qui devait dresser un peu un état des lieux par filière. Donc est-ce que cela n'a pas déjà été fait? Et ma deuxième question, elle est, est-ce que finalement, plutôt que d'avoir ces recommandations, c'est vrai, qui sont importantes, mais qui sont très générales,
pouvoir faire émerger peut-être des objectifs un peu plus précis qui puissent aussi faire l'objet finalement de stratégies et de monitoring plus précis. Parce que effectivement, là, c'était très intéressant et depuis 2 jours, il y a énormément d'interventions très intéressantes, mais par rapport à la conférence d'Arterial, avec, comme je vous dis, ce sont des opérateurs de terrain, et le maillage qu'il peut y avoir avec ces opérateurs-là, je ne vois pas finalement de différence avec une conférence très institutionnelle où il y a une liste de recommandations comme ça un petit peu générale. Donc je voulais savoir comment vous voyez cette... Vous savez cette Moïse. Non, comment vous, en tant que, finalement, moi, parce que j'assiste à cette conférence de manière extérieure, comment vous pouvez nous présenter l'articulation, finalement, de ces recommandations dans une stratégie un petit peu plus précise? Oui. Merci pour la question. En fait, c'est simple. On est dans un continent à 54 pays. On a à peu près 18 disciplines à vue d'œil. Il y a 1000 activités de la création, de la diffusion, de la distribution, de la production, de la diffusion, de la résidence, etc. On traite les questions de politique culturelle. Et là, on n'est qu'une ONG société civile. On essaie de travailler avec 3 types de publics, les décisionnaires, les institutionnels, pour avoir notre argent public dans notre service public, pour les disciplines artistiques, pour les 54 pays africains, et pour les différents secteurs de la chaîne de valeur du politique culturelle, par contre, de l'éducation en passant par la formation, en arrivant à la diffusion, intégrant la télévision, en passant par Internet, etc., etc. Donc, vraiment, on ne peut pas tout traiter. Donc, l'histoire, c'est de se structurer entre nous, de voir les gens entre nous, pour peut-être, on va en implémenter quelques-unes. Si on a 10% de réussite par rapport à 110, moi je le 101. La deuxième chose, c'est que nous sommes en la 4e édition de cette conférence. L'histoire de l'industrie créative en Afrique et dans le monde est tout à fait récente, on va dire, ça a 20 ans, pas plus. Donc, il fallait commencer la première édition par la définition de l'industrie créative, parce qu'on n'en sait pas, on n'est pas tous d'accord sur la question de la définition de ce que c'est une industrie créative, industrie culturelle, est-ce que c'est par ça de ça, c'est de l'architecture, propriété intellectuelle, et c'est pas ça. Ça, c'était la première édition. En Nairobi, la deuxième, on a traité il y avait crescendo. La deuxième, on a traité quels sont les partenaires dans la chaîne des industries créatives. Parce qu'il faut aussi ramener dans cette histoire les industriels, les privés, pour le design, on en parlait le premier jour, il y a l'aspect créativité, mais il y a l'aspect aussi consommation et fabrication, et c'est notre corps de métier qu'il faut ramener, et c'est du créatif, c'est pas un produit culturel. Donc il y a l'aspect propriété intellectuelle, mais il y a aussi l'aspect adaptation de quelque chose à un marché, ça se traite différemment, ça dépend de la discipline. Là, on arrive à la thématique cette année, c'est comment faire. Et un des moyens de pouvoir voir comment on peut le faire dans un continent à 54 pays, c'est de voir les exemples dans les différents pays, d'autant plus que le niveau de développement dans nos différents pays est très différent. Le Niger, l'Afrique du Sud, le Maroc, etc. Et je vous dis, l'Union africaine elle-même n'a pas réussi à traiter les questions en mode-là. L'Union africaine avait tous les moyens que là. Nous, on a fait notre professionnalisme, notre militantité pour pouvoir y arriver. Et on a essayé de transmettre un peu, de pouvoir contaminer d'autres. On est tous ici militants. C'est samedi matin, on a autre chose à faire. Mais l'idée, c'est que nos enfants ne nous reprochent pas d'avoir rien fait. Le gars est très on revient de loin, on vient de pays qui ne sont pas tous démocratiques et sans le féminisme. On essaie de travailler par la culture pour arriver un peu au développement humain et social, pour arriver un peu à la démocratie, à avoir la liberté d'expression chez nous.
les sujets appréciés ont passé une année. Mais l'idée, c'est de parler peu, et d'agir un peu, et de voir comment on peut travailler ensemble dans un esprit constructif, positif, pour pouvoir y arriver. Les évolutions ne répondent pas à toutes les questions. Par exemple, on a fait une soir, il y a plus que 6 disciplines artistiques, il y a plus que 6 pays, mais comme dit l'autre, c'est renoncé, donc on ne peut pas tout. Mais l'intérêt, c'est aussi de se voir pendant 3 jours, et il y a des témoignages qui vont se faire entre les personnes qui ne se connaissaient pas, qui commencent à résoudre, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Par contre, si ça a l'air institutionnel, mais on essaie de tout faire pour que ça ne soit pas comme ça. Merci. Donc, pour le suite du programme, on fait une pause pour réfléchir à tout ça. On revient dans une demi-heure, on aura le temps du Brésil et du Vietnam, questions et réponses, et après vous avez une surprise à la fin. Voilà. Merci beaucoup.
Ils sont capables de demander à ceux qui sont contents de venir. Ça commence. Chacun a oublié un téléphone Samsung qui était bien de la comprendre. Donc, faut qu'il ait perdu son téléphone, il est retrouvé ici, au niveau de la caisse centrale. Comme ça, on démontre qu'on n'a rien contre personne, que comme on même des exemples à partir desquels on peut s'inspirer de notre continent. Je te donne la parole, Christine, merci beaucoup. Thank you, welcome everybody. I hope the break was refreshing. We will use the time in the full way that we will be listening to two complementary experiences from Brazil, which in dialogue with our colleagues were chosen because they complement exactly what I've been discussing here for many days. When you are serious about building a creative economy, it also requires that we all look very carefully from building cultural resources from within our countries. So where are inspiring strategies, also interesting practices, which already have done quite a way in that sense. The Brazilian Cultura Viva strategy has been in place for 10 years already. It has a very long time horizon. So this is one of the reasons why we invite all of you and us to look into that through the lens of the cultural resource base. And the fact that the Brazilian Santander had started a rather solid cultural program a couple of years ago. We had another experience from a Moroccan bank yesterday. So for obvious reasons, this is another important question for civil society, for cultural producers, but also for public policy people. How is the private sector engaging and what makes sense for the benefit of all? And to complement
in discussing this with Anna last year in Paris, we thought an Asian experience would be interesting. Originally, we had explored a television experience from Bangladesh. Television is also a very important cultural economy sector. And for a couple of reasons, this did not work out. So we were aware that Vietnam has been using the 2005 UNESCO Convention, which was evoked a couple of times, to reorganize its own strategy on creative industries. So you might wonder how did this combination come about. Arterial and Racines have been partners with us as the Joint Commission for UNESCO for the last 3 years, when we started working intensively with colleagues in Tunisia, Egypt, and throughout the region, and especially also Morocco, to see what we can do together in this new situation in North Africa in particular. And through that, we found it's a very interesting moment with this particular Arterial conference for the first time going to North Africa to connect other parts of our work, because there are two connectors behind. It's really the platform of the UNESCO Convention, which made us aware of each other. As we sit here, we haven't met 5 years ago, but we have been working a lot because all brains and hearts are needed to move the field forward. So without further ado, I invite Giselle Dupin. She is a cultural manager herself. She has a long track record in different fields of artistic practice. In 2006, when the famous musician Gilberto Gil took the lead of the cultural ministry in Brazil, she decided to join public service. So in her person, she blends private public experiences and has been really a key driving force then in the cultural leader strategy, and is also the national contact point for the 2005 convention. And she was generous enough already in 2012 to come to Hammamet to work with many friends from the region. So welcome to Morocco. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter Arterial et Racines pour avoir organisé ce congrès, ce magnifique congrès. Je vous remercie d'avoir permis d'être à nouveau en Afrique. J'en suis très contente. Et je dois remercier aussi la confiance que la Commission européenne de l'UNESCO, la personne de culturel a déposé à moi. Et vous remercier vivement de cette invitation. Comme vous avez pu percevoir, je vais faire mon exposé français. Et bon, la section donc c'est appris avec les expériences du Sud global et envisager notre avenir. Je voudrais partager cette expérience du Brésil avec vous en vous disant, c'est une stratégie des qui nous appelons culture vive, ça veut dire la culture vivante en français, ou literature en English, et pour stimuler et renforcer les ressources culturelles au sein de la communauté. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il s'agit là d'un programme du Ministère de la Culture du Brésil. Le Ministère de la Culture du Brésil, nous avons une fondation nationale pour les arts, nous avons l'organisme pour l'Élysée, nous avons une politique pour les lieux de la littérature et l'organisation pour le patrimoine. Bref, il s'agit là d'un programme qui a un objectif très précis dans le sens de faire un partenariat entre le gouvernement et les communautés, avec toute la société, pas seulement avec les artistes. Je dis ça pour que ne paraisse pas que nous n'avons pas de projet pour les artistes. Nous en avons, mais ce n'est pas celui-là. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et tout d'abord, je voudrais présenter
un petit peu le Brésil, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou qui ont peu d'informations là-dessus. C'est un très grand pays, parmi les 5 plus grands du monde. Nous avons une population d'environ 203 millions de personnes, c'est beaucoup de monde. Et la plus grande caractéristique de notre pays, c'est la convergence des ethnies. Nous avons une grande diversité culturelle et diversité d'ethnies, en plus des peuples autochtones qui étaient là, colonisés. Il y a eu des apports européens, non seulement les Portugais, mais de tous les pays d'Europe. Il y a des gens qui sont venus de là. Des Africains qui sont venus, qui n'étaient pas tout à fait d'accord pour venir, mais qui maintenant ils ont apporté beaucoup pour notre formation, et les Asiatiques, les Sud-Américains, ils n'arrêtent pas de tirer des gens, et ces gens, ils se mélangent beaucoup, ça donne un pays très convivial. Le peuple autochtone, aujourd'hui, ils ont été vraiment exterminés beaucoup, et aujourd'hui, il y a environ 800 personnes, et nous avons plus de 300 groupes ethniques, c'est-à-dire qu'il y a des groupes ethniques avec beaucoup de gens. Et ces gens-là commencent à vivre dans les villes. On a souvent l'impression que les peuples autochtones sont tous dans la forêt amazonique, mais ce n'est pas vrai. Il y en a partout, et plus de 30% vivent dans les villes. Nous avons, dans cette variété de gens, environ 800 000 personnes, nous avons 3 événements, des tisanes, des peuples tisanes. Et notre population, je mets là 51% de population noire, c'est le pays qui a le plus de gens d'origine africaine hors de l'Afrique, plus que les États-Unis. Plus de la moitié de tout ce monde, ce sont des femmes, presque 40% de jeunes, et notre langue officielle c'est le portugais. Nous avons beaucoup d'autres langues, aussi bien des langues autochtones, des 174 langues autochtones, elles disparaissent à une vitesse effrayante. Et plus de 20 langues exogènes, c'est-à-dire qu'arriver au sud du Brésil et rencontrer toutes les villes où les gens parlent allemand, ou au Portugal, des quartiers où les gens parlent japonais, ou parlent italien. Il y a beaucoup de langues qui sont parlées, mais qui sont des minorités. Partout, on peut parler portugais. Donc, toutes les photos que j'ai mises sont des groupes qui les appellent point de culture, qui je vais expliquer ce que c'est, mais ça fait partie du programme. Et là, on a l'impression qu'il s'agit d'un groupe de musique d'Afrique, mais non, ce sont des Brésiliens. Et comme alors, cette politique, elle a démarré en 2003. 2003, c'est l'année du gouvernement Lula. Je crois que beaucoup de monde en a entendu parler. C'est une politique qui est arrivée au pouvoir en 2003. Et il y a eu un grand changement depuis son arrivée au pouvoir parce que l'ancien ministre Gilbert Gilles est arrivé au Ministère de la Culture avec une idée de changer l'approche de la politique culturelle, élargir cette approche, une approche anthropologique de la culture, c'est-à-dire faire une politique pas tournée seulement vers les expressions artistiques, mais élargir ce champ et faire une politique culturelle pour toute la société. Il a créé une idée que la société, tout le monde fait de la culture, et qu'au Brésil, cette diversité culturelle, on avait juste besoin d'un petit apport d'énergie, et donc on a pensé au massage chinois, où on pressionne des points précis sur le corps pour que l'énergie puisse circuler. On appelait ça le bruit culturel. L'objectif donc c'est de renforcer toutes les manifestations culturelles qui étaient déjà existantes dans le pays. Non seulement artistiques, mais ça pouvait être des manifestations culturelles des peuples indiens, la peinture corporelle, les nourritures traditionnelles, toutes les langues, toutes les expressions culturelles, la mode aussi, la nourriture, l'architecture traditionnelle, pour faire les maisons des Indiens par exemple, ou d'autres types de maisons. Enfin,
et a beaucoup élargi le champ de la politique culturelle pour mettre en valeur notre diversité culturelle. Et il a fait cela en disant, et nous gardons cette pensée, qu'il faut toujours que les trois dimensions de la culture, elles progressent ensemble. Nous sommes là dans un congrès où notre pensée se trouve sur la dimension économique de la culture, la création d'emplois, des revenus, le développement, tout ça c'est bien important, mais il ne faut pas oublier la dimension symbolique de toutes les expressions, aussi bien artistiques que les autres pratiques culturelles, et aussi la dimension citoyenne. La culture en tant que droit est condition indispensable de développement. Donc il faut qu'on se rappelle, quand on parle d'économie créative, d'industrie culturelle, que la culture n'est pas une marchandise, donc il faut ces dimensions symboliques citoyennes travailler ensemble. Pour nous, la diversité culturelle est une matrice sur laquelle se développe la citoyenneté culturelle résiliée. Donc, pour nous, la question de la citoyenneté est très importante. Parce que quand on met les manifestations et la culture d'une communauté, elle commence des fois à supprimer de la valeur. Elle se rend compte à travers le regard de l'autre, d'autant plus qu'on sait dans le gouvernement fédéral, elle se donne compte, elle perçoit que sa culture est aussi importante que la culture de l'autre. Et il y a une mise en valeur très importante pour travailler la citoyenneté. Comme nous prenons le début de Créative, nous avons 26 États, un district fédéral qui est brésilien, la capitale, et nous avons plus de 5 000 municipalités. Le gouvernement fédéral a créé un système national de culture pour pouvoir décentraliser ces actions et travailler en partenariat avec le gouvernement des États et des villes. Et pour intégrer ce système, chaque État et chaque municipalité a un devoir à faire. Pour intégrer le système, il faut qu'il dispose d'une organisation qui soit consacrée à la gestion de la culture. Ça peut être le secrétariat de la culture, du sport, ou de la culture de l'éducation, ou seulement de la culture, ou de la médecine. Il faut qu'il y ait un fonds de culture, et il faut qu'il y ait des conseils de culture de tous les niveaux municipaux et des États, et nous avons le Conseil national de culture, au siège des représentants du gouvernement et des représentants de la société civile. Donc, la société a l'occasion de travailler dans la gestion de la culture. Elle participe de la discussion de l'élaboration des politiques culturelles et du suivi de ce développement de cette politique. Le programme culturel Novembre, il a été créé en 2004, et cette année, très récent, elle a été reconnue par le Congrès national comme une politique d'État. Quelle est la différence? Si nous avons changé de gouvernement, le programme ne pourrait pas être puissant et continue. Et passer maintenant, il est devenu une loi passée par le Congrès. Donc il s'agit d'une politique publique qui veut mobiliser l'activité communautaire, mais renforcer les énergies créatrices de la population. Les objectifs de cette politique, c'est promouvoir aussi bien la production, la recherche, le registre, la diffusion des expressions culturelles des individus, des groupes et des institutions culturelles, avec le but d'élargir l'accès de la population des conditions requises pour l'exercice des droits culturels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le gouvernement reconnaît ce qui est fait par les communautés et son service, donc de l'argent à chacune de ces associations, il donne non seulement de l'argent, mais il donne l'accès aux moyens de production de la culture. Au départ, quand le gouvernement a commencé à reconnaître ce qu'on appelle les plans de culture, tous ces groupes qui font de la culture, on donnait aussi des équipements d'informatique, caméras, un logiciel. Maintenant, on laisse que les gens ils achètent ça au besoin ou pas, parce qu'il y en a plein qui en ont déjà.
Et donc, les gens, ils ont commencé, même si leur manifestation culturelle est une fête de rue, ils ont commencé à enregistrer cette fête, à la mettre en rue et la mettre en valeur. Donc, les gens, ils ont compris qu'ils peuvent produire et montrer avec leur regard leur manifestation culturelle. Ça, c'est très fort pour la plupart des communautés qui sont devenues des points de culture. Et nous travaillons avec une vision multidisciplinaire. Donc, quand les gens veulent devenir des points de culture, il y a un appel d'offres, et ils peuvent présenter des projets sur des échanges d'informations artistiques, la culture de la communication l'Internet, la culture de l'éducation, la culture de la santé, les connaissances traditionnelles, la culture digitale, la culture des arts humains, l'économie créative et solidaire, le livre, la lecture, la littérature, la mémoire et le patrimoine culturel, la culture de l'environnement, la culture de la jeunesse, la culture de l'enfance et l'adolescence, les engagements culturels libres qui sont des bourses pour des jeunes qui vont dans les communautés pour expliquer ce que c'est que faire de la culture. Nous avons ça des enjeux culturels libres et la culture du cirque aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de culture? Ce sont des organisations non gouvernementales à but non lucratif, juridiquement établies ou pas, qui développent activement des activités culturelles dans des communautés. C'est bien quand les communautés participent au bénéfice de la citoyenneté et de la diversité culturelle. Il n'y a pas de modèle pour être en culture, ni d'installation physique, ni de programme, ni d'activité. Et le gouvernement met tous les bonnes cultures en réseau. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 4458 points de culture qui sont éparpillés dans tout le pays. Et nous avons élaboré dans des conférences nationales, nous avons organisé 3 conférences nationales déjà depuis 2003, et avec les discussions, nous avons préparé un plan national de culture pour 20 ans, il va jusqu'à 2020, et avec le but de la politique culturelle, et ce plan est passé, il a été adopté par le Congrès national, et il prévoit en 2020, on arrive à 15 000 points de culture. C'est énorme. Là, c'est un plan de culture des peuples autochtones, on en a plus de 30 qui fonctionnent même dans la forêt, avec des antennes, de grandes antennes que le gouvernement a installées. Bon, il y a des grands points de culture aussi qui articulent les points, les pontons, qui ont fait la capacitation, l'articulation, qui articulent des points qui travaillent avec le même sujet, par exemple des points de culture qui travaillent avec culture et santé, et ils ont un petit réseau d'autres pays. Là, c'est la carte de la distribution, je ne sais pas si vous voyez bien, la distribution des points de culture dans le pays. Tout ce qui est jaune et bleu, ce sont des points de culture. Et il y a aussi des grands points qui sont verts, on voit comment. Il y en a plein. Et la concentration sur le sud-est et sur le nord-est, parce que ce sont les endroits où il y a plus ou moins. Et je finis pour tout ça. Bon, on va arriver à 2020, juste le budget. Pour tout cela, depuis 2004, le gouvernement a déjà investi 313 millions de dollars. 1000 dollars, oui, 313 000 dollars, 673. Parce que souvent, quand les gens font la présentation de ce programme, on va donner un peu de budget. Et voilà, et si vous voulez en savoir plus, je serai à votre disposition pour répondre pendant les questions. Je vais parler de la partie culture, mais oui, c'est important quand même. Une autre chose sur laquelle, comme récemment, c'est une politique qui commence. Nous avons créé aussi un programme pour estimer la consommation de la culture. Et donc, le gouvernement a créé une carte, les patrons de grandes entreprises, ces entreprises sont entrées dans un système comme une carte de crédit ou une carte de bus que souvent les employeurs donnent à leurs employés. Et c'est environ $20.
L'employé, il paye 5% seulement de la carte, le reste c'est un tout petit peu par l'employeur et le reste par le gouvernement fédéral, et pour la consommation culturelle. Avec cette carte, par mois, ils peuvent acheter des livres, des disques, des entrées de cinéma, des entrées de théâtre, et les comptes culturels peuvent être de l'autre côté. Ils peuvent recevoir la carte quand ils ont, par exemple, des ciné-clubs qui font payer l'entrée, ils peuvent recevoir l'entrée en forme de carte aussi. Et donc, c'est notre bout de la politique là pour la consommation, les quantités pour la production. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gisèle Dupin. We will hear all presentations and then have the Q&A session, so please take good notes of your comments, of your remarks. And especially the last element showed that inscribed in such a comprehensive system, what had been discussed over and over again, how to create also the demand side from part of the citizens to participate in internal market development for creative products. This is one certainly interesting strategy. And I'm very happy to welcome also another Brazilian guest, Peter Stokes-Kinder, who has been working, or we met through the U40 fellowship network, where different generations put their ideas together around cultural diversity. And after having worked in the NGO sector and in the municipality, you decided to join the private sector to also hit the ground of the beast, because this is an open and debatable question. Where do the banking sectors really stand vis-à-vis the cultural life? What examples are there of becoming useful in a broader context? So thank you very much for being with us and sharing some of the experience of cultural sponsorship and culture resource development through Brazilian Santander Bank. Kiata, please. Merci. Thank you, Christine. This here. So first, congratulations also to Arterial Network and Racines, seeing a wonderful meeting, and thank you, Christian, for also believing and understanding this challenging experience, which I hope I can show you some of the main points here to you today. Although I also don't like reading speeches, I will do that so that I can get more close to my limited time. Okay, so the first maybe funny thing, as Christine was saying, is that I come from a family of artists, and I started working as a theatre actor. Then I started organizing theatre festivals, and I fell in love with that, for organizing events, and really good arts for the general public. And also I started working with NGOs and governments, and when I started working in the bank, in the private bank, I remember my mother saying, I never thought I would be so happy to have a kid working in a bank. So I think this shows a little bit of the challenge of working in a place like this, and also shows some things that we can work on this connection with the private companies. We can overcome some, I would say, some limits or some prejudices also, and try to get the best of each context. So, this is the two things that I want to highlight of this experience. First one,
It's about the connection of the three sectors, the creative, the private and the public sectors. How can we bring and get the best of these different sectors, and also to get the best of each culture, each country, each region, and to understand how we can really deal with these different roles and develop our own way of developing. Okay? So, just to give you a little context, in 2006, the Spanish bank, Santander, acquired the Dutch bank, ABN AMRO. ABN was the owner of the Banco Real in Brazil. So what happened was that in Brazil there was a merging of these two institutions. At that moment, the first one had operations from the middle of the country to the south, and the other one operated in its other half. So during that time, when Santander started working nationally, its different departments initiated a discussion on how would be the next focus of investment. And that also happened in the marketing vice presidency, where lies the cultural department. The first thing that I made at that moment was to look at ourselves and try to pick up what we consider to be the most characteristics, the most important characteristics that define our new identity. So the first and obvious thing was that we are from the financial market and that the product we sell is money. The second thing was to notice that we were the biggest global bank that was operating in the country. The third thing was that we had an extended network with universities with which we supported exchanges of students and teachers from all over the world. Private microcredit operation in the country, so we have a strong connection with rural communities. And also we inherited from the a number of specific sustainable projects for sustainable companies, such as special loans and funds. And finally, we had a growing entrepreneurship program being developed, which we were trying to lend money for young business makers. So after getting more conscious of these 6 main points, we went to see which were the trends in the culture field. And the first thing we had acknowledged was that there was a big movement of the culture sector wanting to make culture to be considered as the fourth pillar of the sustainable development, together with economic prosperity, social justice, and environmental protection. Considering culture in the middle of the main development discussions took us directly to the 2081 Creative Economy Report. So we saw at least 3 important informations on this document for us. The first one was that creative economy was the busiest economy in the world, losing for what I could say, creating people in the world, right? Second, that there was a high percentage of the creative economy with GDP of many countries, and that in Brazil there was still a great space for growing in that field. And third, that in the 2008 crisis the commercial sector went down 12%, while the creative economy went up 14%. That actually caught our attention because maybe this economy was showing the world a new and more sustainable way of doing the economy, different from what we have been seeing in the last decades or even centuries. So we need to check out some more Brazilian numbers. In 2011, for example, the art sector moved $500 million in the country. In the same year, the music festival Rock in Rio brought into the city of Rio de Janeiro $350 million. At the same time, the publishing sector, despite all the technological transformation, grew 13.5%. So we started making connections. When we are seeing something that talks about turning creativity into economic resources, we have a global bank that says Santander, a bank for your ideas. While the creative economy is a global thing, we are also a global company.
clear expression of the new knowledge society. We have a strong connection with universities. The 2008 report says that creativity is an important resource for the third world, since it can be found everywhere, and we have a close connection with poor economic communities. And at the same time, that creativity is something that does not harm the environment, and that the more you use it, the more you have it. We found this way a close connection with our sustainable products. So, to give you a bit of the other side, together with this study, we're also reading some very challenging context of an emerging company coming from two very different cultures. Because of the merging, we had a frequent changing of leaders. During 2010 and 2014, we had 3 different presidents, 3 marketing vice presidents, and the cultural department had 3 different bosses. Another thing is that Brazil has one of the highest interest rates in the world, and in 2012, the government pushed down these rates, forcing the public and the private banks to go in the same way. That caused a high amount of giving bad loans, impacting every bank budget. With all these years changing the economic situation, many areas also lost many people in their staff, and had a high budget reduction. Finally, we had the adoption of a conservative risk model, which came together with a negative assessment report. In the same way that the Moroccan Culture Minister told us, which considered the 12 creative industries risky sectors for giving loans. So, together with all this scenario, we have designed a plan of action, which considered 3 main pillars. The tangible one, with the objective of increasing the bank's business with creative sectors. The intangible one, by which we wanted to foster the creative country's development. And the third one, to bring in creativity to the organization, with the aim of attracting and keeping talents and making the company a more interesting place to work. So for the tangible one, we got connected with key players of the society and created some projects and sponsored some projects such as Creaticities, which was the first website in Brazil directly focused on content of creative economy, cities, industries, and entrepreneurship, which help us, like Adele said, about the first of these conferences here, to give some definitions about the brand, about these brand new concepts. With more than 100 interviews with British and Brazilian specialists, the content can still be accessed on the internet. We have sponsored also the translation to Portuguese of one of the first books on creative cities in Brazil. We can have some copies here also. Maybe there are Portuguese speakers here from other countries. You can take it with me in the end. We have also developed together with the Cultural Management School the Creative Entrepreneurship Program with the methodology of inviting specialists from the cultural sector, executives from the bank, and creative entrepreneurs to give classes on business plans, branding, sustainability, strategy, marketing, negotiation skills, and others. We also promoted a course of a teacher from Hollywood for young filmmakers on how to make money with their own projects, and also we sponsored a forum to discuss similar financing tools in Latin America. And there were other projects also, but next, just to highlight now some of the actions we did with the tangible vector. The first one refers to the creation of a channel about innovation and creative economy on the bank's official's entrepreneurship website, with the intent of attracting this kind of companies to deal with the bank, so that this department, the senior department, could start to understand the specific needs of those industries and maybe one day to offer customized services and products to the public. Second, we launched the first Creative Economy Award for projects from students and professors of the universities that we were linked to
starting this very connection with creativity and education inside the company. And finally, when we extend to the microcredit department, which were the considered creative industries in the world, what they told us was that 40% of their clients were already from these sectors, meaning that those small businesses that work in some of the poorest economic parts of the country have a strong connection with their identities, and they sell products that have to do with their local contexts, like woven glass, art crafts, these kind of bags that people from the northeast of Brazil use live on, and also fashion. So we designed together with the Creative Entrepreneurship Program and the Microcredit Department a small book with orientations on how the small entrepreneurs could strengthen their business with marketing and communication strategies based on information from the UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions and the UN Creative Economy Report, highlighting the global nature of their products, both commercial and cultural, both tangible and intangible. Because of staff turnover and budget reduction reasons, we had to pause this project for the moment, and we were waiting for the best political moment to get it back. It's also important to mention that we read in interviews of the Creative Cities project. We got to know that IFSIC, it's an industry, it's the French Society Civil Organization, which acts as a kind of loan validator for banks. We still don't have that in the world, but maybe one day this could help us to develop a specific loan for these sectors. We also made a workshop on sustainability with the Dutch Traders Bank, which had specific loans for the cultural sectors. And our department hopes now to meet them again soon and try to get some more inspirations of their work. Finally, with the inside part of the company, we developed two specific partnerships. The first one is with Conexión Culturales, a civil society Spanish initiative, which offers a wide network of artists from different parts of the world who creatively search for solutions for the inner challenges of companies. For example, a difficulty that clients are having with its internet banking, and that bank is not being able to solve by itself. The second one is with It's Noon, a network of free participation not made by artists but citizens from many different backgrounds. The name of the network, It's Noon, refers to the moment of the day when the sun shines or enlightens everyone and that no one shadows one another. That translates to understanding that everyone is a creator, and the change that we need to have a better society is to promote each one's creativity. Constituted today by more than 200,000 Brazilians living in different places of our great country, these participants answered artistically with a poem, a song, a picture, for example, to questions made by different organizations. The answers are paid, and those who made the questions get creative solutions to their challenges. So here are some of the current questions that are on the network, like tell us the importance for you of your bank account manager. Send us a tip on how to save water. That's a big problem we're living today in São Paulo, for example. Or even send a proposal of a picture from my new CD. So it can be used in many ways. So with this experience, we hope we could raise awareness of the company about the real opportunity of the creative economy, both by the corporate responsibility and by the business ways. We hope also to have fostered capacity-building projects of the civil society, strengthening this way our creative industries. And finally, we hope to have widened the opportunities of the contribution of the creative sectors to make the traditional companies more open to creative inputs. There is no doubt that they have endless limits, but we also hope that this experience in a global institution can contribute with new ideas for the strengthening of the creative sectors in other parts of the world. Thank you.
Peter, for sharing this angle, which touches many connected questions in a world which is definitely in very fast-paced change. And as was said by many also of the other presenters these days, of course the creative economy is not disconnected from the general economic pressure. So this effort of being on one hand a global Brazilian player, on the other hand through the microcredit programs very connected to the reality of the majority of the people is certainly a very challenging constellation, and respect that it's been possible to move the agenda that far, because as many colleagues also shared over these days, access to finance and building viable businesses, markets from within, this is really a big issue if in 10 years we will have African creative economy with all the logos coming from all parts around the globe and not just mainly European ones. So this explains also why you find two silly blonde heads, Tom Fleming and myself on this panel, because we are part of a 30 people strong group. UNESCO has been building to offer brain power for countries in constellation where we sit together and said, what can we do? So Mike van Graan is one of it, Basma Saini and other colleagues you know very well. And this is the reason why when the Vietnam government the cultural ministry came to UNESCO saying, we have understood creative economy and the many ways of doing it is a very important issue, so please can you put at our disposal people who know the field well, to work hand in hand with us to see what we can do for the country in the future. So this is the background that I had invited Tom Fleming, who has a fantastic wide range of experiences in this field. What impressed me most, Tom, that you have been also working with very many small and not affluent cities, including across Europe, because working with Russian provincial cities is a different thing than working with the blitz of Berlin or Sao Paulo or Shanghai. So it's these realities which exist both within the North and within the Global South, which might speak to each other on a new level if we use these spaces constructed, including through UNESCO. But the point with this program definitely is it was a government initiative thing, connecting in different ways with the creative sectors, and Tom will give us some details on that one. It was a 2.5-year process, which today was just delivered. Only this year, these are all very fresh and recent experiences. So please, the floor is yours. Thank you, Christian, and thank you for bringing me here as well. It's a real pleasure and privilege. Thank you also to the organisers. This is really a great event, and for me it's really powerful because yes, we need local development pathways when it comes to the cultural development, to the role of the creative industries in our societies, but actually it's through the sharing of best practice, of next practice, of failure as well as success that I think is really important. And I suppose in a way that's the space that I inhabit in the work that I do, whether it's for UNESCO or for the British Council or for the World Bank or for whoever the client may be, because it may seem, and it sometimes, and it does to an extent feel slightly strange to be standing here about to talk to you about Vietnam in North Africa, followed by two great presentations from Brazil, but actually I think that is a really healthy platform to speak from, because there is so much overlap, there is so much common ground, but there's also so much difference that we can learn from and explore collectively. Also, I have been doing quite a lot of work in different parts of Africa, in Nigeria, in Egypt, in Kenya, in Tanzania, Ethiopia, etc. So perhaps I can draw some common threads from some of the work far away in Vietnam in terms of some of the I guess the development opportunities and challenges that we see in Africa and elsewhere, in Brazil, where we've also been working quite a lot. So I am here to talk to you in the rat on a Saturday morning about Vietnam. And
what does life is complicated? What does the country Vietnam conjure to you? That faraway land. What does it mean when someone talks about Vietnam? Beyond, I guess, the memory of conflict, what does Vietnam mean to you? And I think this was a question that I was asking myself when I was asked by UNESCO a few years ago to actually go to Vietnam to work with the government to explore the role of the creative industries in their national programme. What does Vietnam mean to you? What does it conjure up? And it's obviously a country of enormous differences between yesterday and today. It's a country of enormous change. It's a country with a huge rural population, but it's also a country that is dramatically, rapidly urbanising. A country that has urbanised faster than any other country, including China, in the last generation in Southeast Asia. It's a country that has a deep tradition in terms of who runs it. It's a one-party communist state. There are not many one-party communist states left in the world today, but that's the situation that Vietnam is in. But yet it's contradictory notion of a one-party communist state in that it's opening up as a market economy. There's a national project in the last few years to what they call to marketise the Vietnam state as a process gradually of enabling other players to come into the marketplace, whether they be international investors or actually freeing up the market for local people to set up their own businesses. It's a country with a deeply rooted sense of tradition, and cultural policy in Vietnam has been very much geared towards perpetuating this sense of tradition in often quite a singular, authenticating way. And cultural investment has followed the line in terms of the government supporting that which it sees as Vietnamese and authentically Vietnamese versus that which is perhaps more complexly interpreting what it means to be Vietnamese today. But it's a country, as I mentioned, of enormous change. It's a country where the creative sector is playing a role, as it is in other countries, in terms of challenging really contemporary senses of identity in place, in terms of generating new trajectories for notions of Vietnameseness, for notions of what the country is good at or is strong at. And of course that has social and cultural implications, but also has economic implications in terms of the dynamics and profile of the Vietnamese economy. And it's a country that is moving from a base of traditional cultural expression to a country of contemporary, more globally connected notions of cultural expression and identity. It's a place that just 2 generations ago were very much to the margins of the flows of ideas, of values, of aesthetics that constitute contemporary culture across the world, into a place that's increasingly part of that conversation, that is generating its own sense of what contemporary culture means, but doing so from increased provision of confidence in the global context. And it's a country, as we all are, that is being disrupted extraordinarily by the role of digital technology. So that impels people towards global connections, and it compels policymakers to think about what that means to the economy and what that means in terms of supporting development overall. A major challenge or a major opportunity for Vietnam and for other countries in Africa and in Asia is around how that digital disruption operates and generates new kinds of business model, new kinds of value chain that enable economic growth to generate quality, not just quantity, to go from being a place that is down the line as a branch plant economy, the economy that generates content, goods, services that provide better quality jobs, better quality of life, but also generate a new kind of confidence on a global platform as a place that creates and doesn't just make. And this is the challenge and the context for developing the cultural and creative industry strategy work in Vietnam. A country of enormous change, a country of continued flux, a country that was disconnected, that's increasingly
connected, and a country where young talent is actually the driving force behind that, which creates some strategic, conceptual dilemmas for a one-party communist state in terms of how they engage with their biggest asset, which is the talent of the population of Vietnam, and increasingly young and globally connected talent of Vietnam. So the entry point for this piece of work, as Christine introduced, was through the 2005 Convention on Diversity of Cultural Expressions, which the Vietnamese government signed in 2007. So this opened up the terms of engagement for exploring the role that the creative industries might play in that country's future development. And that was what brought the Vietnamese government to the table to actually say, okay, how can we explore this landscape, and what does it mean for us? And in that context, also as Christine said, the UNESCO expert facility introduced myself, but also my colleague William Kodra from Benin, who was here, who's there in the background somewhere. So he came also with me to Hanoi in 2012, and I guess again in the spirit of collaboration and intercultural engagement, brought distinctly Benin, but also a wider West African perspective to the Vietnamese situation, which made for really interesting conversations when we first got started out there. But the terms of engagement were quite interesting at the outset, because the 2005 convention talks about the critical imperative of diversity of cultural expressions for developing a sustainable approach in the cultural and creative industries. It talks about more broadly a set of values around openness, around engagement, around the importance of supporting people from different backgrounds to develop careers that are ultimately delivering excellent arts and cultural outcomes. It talks about the need for collaboration, for intercultural activity, for convergent practice which drives innovation and ultimately provides a sustainable development pathway for culture in society. But not all of those things were the driving impulse for the government in terms of approaching UNESCO to talk about the role of the creative industries in Vietnam. Because Vietnam, the mission critical agenda for Vietnam, for the government, was around repositioning. It was an exercise broadly of nation building, recognising the creative industries as a key element, a key provider of pedigree for an emergent nation if it was to be taken seriously. But there was also a process of keeping up with one's neighbours. There was a sense that Thailand, that Indonesia, that Malaysia, and also obviously China were also embracing with the creative industries as a key development pathway. So Vietnam needed to be part of that if it was to at least to stay up with its neighbours. There were also, though, agendas around branding, around positioning, around boosterism, which we all, I'm sure, are aware of in our own countries, where sometimes the creative industries, at first, and sometimes innocently, sometimes from a more calculated perspective, can be understood as a tool for brand advancement. Perhaps as a quick fix sometimes, as a sort of symbol of modernity, a symbol of inclusivity and tolerance, not necessarily always the case. And broadly, there's a strategic structural agenda here about opening up the economy, about building a market economy. So yes, all these things can play a role and do play a role in supporting the development of the creative industries, but actually there are some more holistic strategic imperatives that are really critical here. Absolutely abiding by the convention and making it clear that if you are to take this agenda seriously, then it's about embracing the full range of the talent base, about providing platforms, about opening up. You need to not just have a national top-down policy, but also engage local practice, cities and regions. You need to connect this across other parts of the strategic policy landscape, not just have this as something that sits as cultural policy aside from the rest of your national project. A whole range of other things are part of the conversation. So in that process, when William and I first arrived, and then over the last 3 years, we've been working closely with national government, the Ministry of Culture, Sport and Tourism, but also the agents of government. They're not technically really NGOs as we know them in Vietnam. They're all to an extent arm's length organisations. The Vietnamese Institute of Culture and Arts Studies was our key partner. We worked with them to undertake broadly a diagnostic process to understand the current policy landscape, but also to develop a whole process of workshops, of sector engagement activities,
to help to shape and to scope some mapping processes, to try to connect different partners who were otherwise underconnected as a way ultimately of trying to set out a strategic development agenda for the creative industries that was distinctive to Vietnam, but also learned from best practice elsewhere. And this process, broadly, was about sector engagement in many ways for the first time. The government often, historically, developed policy in a vacuum or in a silo unto itself. This was the first time from a cultural policy perspective it developed a national development agenda with the sector rather than for the sector, connected to the strategic expressions as they were articulated by partners in the sector. It was difficult, it was challenging, and it wasn't anything like as inclusive as it should have been, because there was still a nervousness about engaging industry, about providing a platform to industry, a platform to arts organisations who historically haven't been connected, historically have never been funded by the government. So there was a difficult challenge there. So we had to, as is always a process, working with governments that historically haven't embraced this agenda, there was a process of being sensitive to that situation, trying to introduce pathways that made sense for the national political agendas, but also were about supporting sector development on the sector's terms. And that was tricky in the extreme at times. Tricky for reasons of, I call it cronyism, but really it's about vested interest in terms of where investments have historically gone in the cultural sector. There wasn't a pathway for young, emergent, creative organisations to actually get funding or support or even validation from the government. But also just technical issues around departmentalism, where departments within the ministry and between ministries didn't have a history of working together. And then things happened as well as the process developed. This is Zone 9. This is pretty much a sector-driven arts and creative quarter in Hanoi that was just starting to grow visibility and starting a real scene while we were working in Hanoi. You're familiar to you different parts of the world, these places where the artists come together, there's a bit of a nightlife thing going on, it starts to gather real energy, mobilised through social media, and this was becoming the place to go, the place to be for a lot of young creatives in Hanoi. It was a place of production, presentation, consumption, a place to connect, a place to give voice, connectivity, capacity, confidence to the sector, and then it was closed down. The authorities got nervous. They got nervous for different reasons. One was couched in a health and safety argument, as often things are when it comes to when it comes to policy interventions. But the reality was that perhaps the sector was moving faster than the policymakers were comfortable with. So this placed us in an interesting situation where we were the facilitators or intermediaries of a dialogue around how to support creative and cultural talent from a diversity of backgrounds in a situation where one of the things we were encouraging, clustering, networking, was actually suddenly closed down. So there's a sensitivity through the whole policy dialogue process that we have to attend to. One of the ways we did that was to find some easy things that we build consensus around, some shared themes around creative talent, the no-brainer that your biggest asset in the creative economy, in the economy overall, are the resources of your people. And we're just looking for ways to engage that talent base, a way to mobilise talent, and to develop things like capacity building programs, to open up the education process, to develop the technical entrepreneurial skills that you need to develop a creative economy. Also an creative excellence, to recognise the excellence that exists, but also to push harder for the cultural organisations to reform, to build institutions, management models, and to connect with the creative sector so that they weren't as isolated as it had historically been. And to attend to local patriotism, which has been in many ways denied for many years in Vietnam. To actually say that it's in the cities and the regions, it's clusters, it's local development pathways that matter. So the challenges overall, I think that just to summarise, as we develop this national creative or cultural industry strategy for Vietnam, where the top-down mechanisms absolutely don't work, and it was important just to make that point and to make it in a way that was understandable to the policymakers, that if you're going to take this seriously, you need to develop local engagement practice as a matter of course. Then another key learning point is that the economy should not
be the anything that foregrounds approaches to supporting developing the creative industries, and then there has to be a parity in significance to the cultural sector, developing cultural capacity, confidence and excellence as a prerequisite for actually benefiting in terms of the economic outcomes of that sector. And that overall, Vietnam, as it moves slowly towards opening up and becoming more of a market economy, if it is, as we see in other parts of the world, including some of the countries in Africa, if it is to make the best use of the assets that it has at its disposal, then it needs to do so in a way that co-creates with the sector, co-creates the agenda with the sector. So consultation is not just for strategy, consultation should be hardwired into an overall development plan that is long-term, and sector voices lead that and own that process. And that is something that we're a big step away from in Vietnam and elsewhere, where governments do not like to see ground where they know that could open up the door too wide and reform might be too fast, too soon, as we saw with stuff on the ground with Zone 9. The process continues, the strategy is just being ratified, the UNESCO and other organisations continues, and we're really hopeful that a lot of progress has been made, but we're also very aware that this chapter, although it's opened lots of doors, those doors could be closed as quickly as they were opened. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you for giving us a very quick X-ray of a certainly complex conservation which repeats itself throughout other countries as well, that the society moves faster than authorities and you are caught in a complex interplay in between. Floor is open for your comments, questions. I suggest that we collect 5 voices and then there will be a short option for people to respond if needed, but we will have roughly half an hour to share and to comment on the many things put on the table by our 3 colleagues. And our lovely guardian angels who have been keeping time were so helpful, and I offer them microphones, correct? For those who, please raise your hands if you want to join into the conversation. And I see a colleague here. And please go and then... My name is Novembre from Malawi. My question is to Tom. I didn't get you clearly on the intentions and working the same way you're working with the Vietnamese government, with African governments, to give them the same kind of consultancy you've been given. And if you are, can I please get your business card? I'm the visible voice, yes. Yes, that helps in a way because we have this wonderful light shining on us, which means we see a bit of blurred colleagues in the audience. Yeah, more of a clear point, please. Merci beaucoup, moi je suis Alphavi. Je suis très content de voir la présentation de Madame la Brésilienne. C'était super éclatant aussi. Dans nos pays africains, la culture n'a pas beaucoup de ressources ni d'écoute au niveau de nos gouvernants. Donc on a la chance d'être dans cette grande organisation qui est appelée Network, Racines, qui vont amener des résultats pour qu'on ait des exemples comme vous. Je voulais féliciter aussi le monsieur du Vietnam qui a fait un travail incroyable. Mais pour vous, nous voulons savoir, dans mon domaine, est-ce que vous avez déjà réussi à donner la chance à des grosses banques qui investissent dans le côté mode pour essayer de développer l'image d'un créateur qui a été reconnu parce qu'uniquement il y a eu un financement d'une banque brésilienne, voilà, ou des partenaires financiers. Parce qu'en fin de compte, la mode n'est pas uniquement un esprit, uniquement d'un petit financement ou de microcrédit. C'est une chose qui va créer 20 000, 15 000, 10 000 emplois dans la création de l'industrie culturelle. Donc nous voulons la mobiliser en Afrique pour qu'on prenne l'exemple du Brésil, pour qu'on puisse savoir est-ce qu'ils ont pu même quantifier l'image de la marque pour que la banque puisse accepter de donner de l'argent pour accompagner l'esprit du créateur. Très claire question. Merci. Merci. On prend encore 2-3 propos. Il y avait, s'il vous plaît, relevez vos mains parce que c'était pas, on ne peut pas tous essayer dans une seconde. Il y avait quelqu'un au fond, la madame, et au milieu,
et après la collègue Sadia du Maroc. Bonjour, this is a question to Tom. I was really pleased to hear you talk about local patriotism, because it seems also a way... Would you briefly introduce yourself, Country? My name is Simona, I'm from the Commonwealth Foundation. It seems to be a way of escaping some of the more sinister aspects of national patriotism. So I was wondering if you could tell us a little bit more about that and examples from Vietnam and other places. Thanks. Thank you. The lady in the middle. You had raised your hand, haven't you? You had asked the floor or not? Well, if not, then it's Sadia, and on peut prendre encore Amar, et après on va faire une petite ronde de réponse. Je suis Sadia du Maroc. Je vais quand même donner quand même une chance à la langue arabe. تحية للحضور وتحية Une minute, on est très dans le son. d'accord. Non, il faut être parfait. Comment? C'est bon. Alors c'est pour la production de la rava. Ben quand même c'est énorme quand même. Réseau africain, c'est une des langues, mais une culture quand même. On parle aussi de culture. On ne parle pas uniquement langue, mais langue comme culture aussi. Bon, je pense. Je vais vous demander ce qu'a dit je voulais juste donner une chance sur la langue arabe comme étant une langue de culture aussi afro-africaine, maghrébino-africaine. Mais je voulais monsieur de Vietnam, c'est vrai que malentendu, tu peux parler arabe? Ah oui, c'est que c'est ce que les autres oui, ici. Je continue en arabe ici ou pas? Ah d'accord. تحية للحضور وتحية للجهود الثقافة والفن العالمي في أرضية إفريقية بالقارة الإفريقية. مرة أخرى يطرح قضية الفن والثقافة كقضية ليست تخص فئة معينة أو شعب معين أو قضية الوجود وجوهر الوجود. إذا من الناحية الفلسفية أعتقد أن النقاشات التي تمركزت حول مستقبل المقاولات الثقافية والفنية هي أولا قبل أن تكون اقتصادات كما أجاب الأخ من فيتنام، هي قضية فوق الاقتصادات التي هي فعلا شأن ثقافي وإبداعي في كل الثقافات. مهم جدا أن نكون نربط العلاقة بين الاقتصادات والفلسفات، لأن الاقتصاد هو شأن فلسفي كما أن الثقافة شأن فلسفي والفلسفة شأن ثقافي. يعني محتاجين إلى هذه الأرضية كذلك أن نلغيها من مجال أو مشاريع فنية ربحية. من سيطر في هذه المناسبة وأعتقد أنه هو منطقة الساعة ومنطقة الثقافات ومنطقة الجيل كذلك. وبالمناسبة نريد أن نريد فعلا الأجيال التي نظرت لأجل الفن والثقافة لما كانت الشعر والثقافة والأدب والفن يقودان إلى الاقتصاد. فبالتالي إننا نديرون بقارات بجمع القارات وقارات الثقافات قارات ثلاث. بالنسبة للبرازيل أنا زرت البرازيل 20 سنة مرات لما كانت كريستينا مسؤولة على حركة الطيار بتونس. وبالتالي أنا كانت في المدرسة البرازيلية حيث أن كان الشارع يعوج ثقافة لما كانت جمعيات بمثابة معاهد عليا وجمعيات. أذكر على سبيل المثال البازي فازي الصفات واللائحة طويلة. وكل فعل لما كانت كنت دون هو الآخر يمر في الشارع بكل هدوء بكل فرحة برازيلية النهض. يبدو لنا أننا نحن هنا في إفريقيا
الشمالية وأخص المغرب. إذا كان من موقع المغرب لا، إذا كان موقع مثلا جزائري أو تونسي أو مصري، أو الكثير من الفوارق. والفوارق هي أولا داخل النفوس الإفريقية ذاتها وداخل النصوص. يعني الآن إفريقيا يعني تحاول أن تستعيد مجدها، مجد القرن السابق، لكن بصعوبة جدا. نوع من الشطارات أحيانا داخل الطروحات، داخل التعامل بين الأجيال، حتى أحيانا حتى لا نصف لبعضنا، قليل من ينصت إلى الآخر، قليل من يلتفت إلى بعض الشطارات في الأفكار وبعض أكاد أقول ثورات على مستوى البنية حتى الدموية أحيانا. يعني هو أعتقد هذا اللقاء الرابع على أرض المغرب هو مثلا فعلا حاجة ماسة إلى تكوين حاجة ماسة إلى تكوين فعلا النفوس والنصوص الإفريقية. وشكرا لكل الحضور وشكرا للمنظمين وتحية لكم. Merci. Et ça fait le dernier commentaire de ces 30 amateurs de l'Algérie. Après, les collègues auront l'occasion de répondre. Après, on aura une deuxième ronde de questions. D'accord. Pas de souci. Bon. La parole. Micro. Là, micro au milieu. Okay, merci. Donc, I'm from the African Development Bank, and I have a very short question to Pietro. Do you think that the loans that your bank give to the cultural entrepreneur promote cultural diversity or not? As the loan is different from risk, and only some people, some entrepreneurs have the capacity to access to loans. And we discussed about this problematic 3 years ago, and now maybe you have developed this reflection. Okay, thank you. There were a couple of very focused questions on the Vietnam situation and a couple to both of you from Brazil. So, would you be willing to start with Vietnam first and then we move to, because of course this long question is a general one and it's also helpful to test it on specific grounds, isn't it? So Tom, please. Okay, just to cover on the first one about policy development, working with different African countries. I just wanted to actually just to promote something that's happening in Nigeria at the moment, which we're involved in a bit, which is just on live this week, which is something called Young Voices, and it's all about policy development agendas for the creative industries for people who are under 40. It's actually been driven by the British Council with an organisation called Gen Voices, so you Google Gen Voices or something. But it's interesting actually because there's a kind of recognition of that huge disconnect between the political class and the people who are out there remaking the country in the creative class. So this is about them actually putting their policy agendas on the table. Because there isn't a national federal policy really in Nigeria. There are actions, as we heard a couple of people mention things like the Bank of Industry and Mexican stuff, but there aren't actually federal policy agendas yet. So this is a way of trying to make the case for that. But I'd like to go to the second question around local patriotism. And actually, in some countries, particularly large, diverse federal countries, national policy can provide, obviously, the regulatory landscape, and they can provide the validation necessary and the systems necessary for a long-term development in the creative industries. But there's also a real space there for local development projects, because obviously it tends to local identity, but also often it tends to where and how the resources are distributed. In a Vietnamese context, this is a new thing because, understandably, since the conflict, since the war, it's about keeping that nation building, keeping and developing a coherent nation state in a diverse country, which is a long way, which is a big country from top to tip, from north to south. But there are cities that have started to try to generate a space for themselves
which is distinctive to the national policy agenda. And the most obvious city there is Ghana, which is halfway up the country, which has a relatively open, relatively internationally facing local government that is trying to diversify the economy through culture and creativity, amongst other things. It's also linked to the wider cultural tourism agendas. So they've made a move, and where a city makes a move, it's great if, from a policy-making perspective, you can actually add value to that and work with that city to make something happen. Other countries where this is quite interesting, I mentioned Nigeria, obviously a big complex federal country. It is actually probably at a state level where a lot of the policies, a lot of the activities make most sense. And it's actually at the state level, whether it's in Lagos or Calabar or wherever, that their most movement is actually underway in terms of sector development around things like clusters and hubs and festivals and things like that. But also we see in other countries, the growth of things like UNESCO cities of culture all over the world. We see in the European Union, European capitals of culture. And these are great ways of accelerating development agendas where culture and economy come together. And they're often most profound at a city or regional level, because that's the scale that people relate to. And also that's often the scale of the value chain in terms of the way that the local sector is operating from people's perspectives. So there's lots of scope there as well. And just one extra thing, which I think is interesting, off-piece somewhat in terms of the questions. I just came out last month from the Asia Europe Ministerial meeting in Rotterdam, which had ministers of culture from different parts of Asia and different parts of Europe all working together to exchange ideas around policy development in the cultural and creative industries. And so much talk there was about cities and regions. And it seems to me that is the unit of currency that is increasingly making sense for national policy makers. And it'd be interesting actually to think through whether that kind of platform of inter-state relationship building can be generated at a more structured level around the creative industries, linking Africa to Asia and Africa to South America in different ways, so that those kind of conversations can be grandstanded as they were in Rotterdam, linking Asia and Europe. So just an observation there. Okay, thank you, John. The word is Giselle, and then Piata on the banking question. J'ai pas compris qu'il y a une question spécifique pour moi. Je vais commenter la question que Madame a posée en arabe à propos du manque de dialogue. J'ai compris ça. En Afrique, oui. Mais je trouve que notre abordage avec le programme Culture Vivante, une des choses que je trouve importante à retenir, c'est cette mise en valeur de toutes les expressions culturelles, que ce soit du hip-hop au rap, ou la capoeira, ou le ballet classique, ou les orchestres. Et toutes les expressions culturelles sont aussi importantes les unes que les autres. Une autre chose que nous nous sommes rendus compte pendant ces 10 ans du programme, c'est que nous avons réussi à établir des dialogues aussi bien intercommunautaires, mais intergénérationnels aussi. Parce que quand on est dans les mains nous appelons des Indiens, des personnes autochtones, on leur donne des caméras et ils commencent à filmer. Et très souvent, ils vont vers les personnes âgées pour les interviewer à propos de la tradition. Et là, ils sont arrivés à un autre stage qui est de faire des films de fiction avec la tradition. Donc, à l'air de rien, on arrive à renforcer des cultures traditionnelles et la compréhension de l'autre et la convivialité, de telles choses que la culture peut faire. Ce sont des petits miracles que la culture peut faire, de mise en valeur les personnes, les jeunes qui rencontrent des portes ouvertes parmi les métiers de la culture, qui découvrent un monde nouveau, qui sortent de la violence. Des tas de résultats qu'on peut avoir avec des programmes quand un gouvernement il fait ce pari de soutenir la culture, on peut avoir de très bons résultats. Et j'espère que les pays d'Afrique vont réussir à comprendre, grâce à vous, de l'importance de ce type d'investissement. Personnes âgées en Tunisie? Pardon? Personnes âgées
Ça n'a pas été mentionné, non? Personne On a perçu sociologie. Oui, ça se peut clarifier peut-être après, si vous voulez passer la parole à Pierre. C'était la question de la mode. Bon, investing is of course not just micro. There are real things which are big and merit big supports. And the other issue is, yes, we always speak about the dual nature of culture, but how can we assess what is happening through financial mechanisms regarding diversity of the product? So, to the degree possible, your comments are welcome. Okay, so for first one, what happens is that we still don't have we still couldn't create a specific loan for the creative sectors by now. What I believe was our success by now was to raise awareness of this economy for the very different commercial departments inside the bank, like for the corporate department, the private department, the what we call GDM, the global banking market department. And what we found was inside these departments, they had many clients that were already from the creative sector, like many fashion brands were already clients for these departments, but they still didn't have a different looking view of this sector. And what we are trying to do with them is to show the numbers of this economy and show the difference of it, how they are really growing, maybe more than other sectors. Try to open the eyes of these business people from inside the company and understand that there is an opportunity, a real opportunity, that it's good for the sectors, but it's also good for academic. It can be an opportunity of a first bank to really look differently for a cultural sector, and there are many numbers showing that it's a real economy and people are really, moving the economy with this kind of projects, right? So we're in this moment now. We hope we already had this special products, but we still don't. And I really believe that all those unawaited happens. How to put it? Like the interest rates that came down, the budget reduction and all that difficulted a little bit, but we're waiting for the best political moment to get it back. That's our current moment. Oh yes, we advanced a little bit with the cinema sector, which is a little bit more structured in our country. It has more numbers, it's more well organized, and we've been talking to them. It's a more advanced talk about talking about economy with them. So maybe this one will be an example that we can later do the same thing with other sectors. Okay, and the other two things, the IFSIC experience, which I showed before, the French civil society organization who evaluates loan necessities for the creative sector. We're trying to talk to them, maybe understand how we can create that in Brazil also. This would help us a lot. And just final thing about this is that when something that bought the Banco Real, something that had to pay a lot more of its tangible value from the Banco Real, because Banco Real was a very well-known bank in Brazil as a very sustainable bank. They were really, the president decided to only give money, only lend money for sustainable companies, and they had a very strict criteria for doing that. So they had a very important brand in the country, and this value made money, because sometimes I had to pay more for that. So maybe we can take this opportunity also.
to do the connection with cultural field. And for Amar's question, well, I don't believe that looking at the business from the microcredit department, we are really fostering cultural diversity directly, because it's really business, you know. But what we are trying to do, again, like similar to what I just said, is to show them that for the social responsibility, the corporate responsibility of the organization, lending money for these companies is also important for the marketing, for the branding of the company. And that is good, in our belief, for the society too, because it's good for the company, because there is a bank looking at them, giving them money, and it's also good for the bank, of course, because they are doing business. There is a specific program that the literal translation would be Valuable Friends, where the employees are invited to give a percentage of their salaries to social projects that has nothing to do with the business of the company. With many cities at the bank, even there is even the branches of the bank there. We are looking. Okay, sorry. We're looking if we can make connections with all that, also with that, but without interfering in the social aspect. It's crystal clear we could converse the whole day. There will be lunch break where you also can continue networking. I had promised to have a second round of quick comments and or questions. There was the lady who had asked the floor here. Where have you... Where did she go? She had been here. Good afternoon. Good afternoon. Mine is not a question. I would like to know if some references to cultural policy was to Nigeria or Algeria. Nigeria has the cultural policy. It was launched in 1988, which I'm aware of. And I'm sure that policy is functional for now. And I do understand you're saying that Nigeria doesn't have one. It was launched in 1988 during the World Decade for Culture by President Novembre, and I happen to have been a party to that event. And I'm assuring you that the Nigerian government has a cultural policy, and it's in the process of revisiting the cultural policy to update it. Thank you. Thank you for this comment. I see one hand here in the middle and another one to the left. And then Dunya asked me to slowly round up, so please keep with us and be understanding. So please, you and then the last word is the colleague. I have a question for Tom. My name is Osei, I come from Salam. We're based in Stockholm and in Addis Ababa. The question is, when working within the creative industries and for the creative industries, trying to foster the opportunities and open the opportunities, especially on a policy level, trying to approach the public sector and the authorities in societies that might be quite close for the ideas and the opportunities that we all agree on. What would be the suggestion from you as a consultant? How to work side by side and try to include them in the processes that we're acting in? Good question, thank you. Last comment or question from you, please. Hello, everybody. I have a question to Mr. Piata, because you talk about you have experience to deal with companies, and you are in a creative economy conference. And the first question that I have when I listen to this topic, it's what is the business model, ideal business model to do this creative economy? Because for building creative economy, we have to do it with the companies, with the entrepreneurs.
we need creative entreprise. But when we talk about creative entreprise, what is the model economic? How can we fuck up? The question was here. We were asking what is the business model. Yeah, and that was the question, correct? And they have une demande responsable. Try the second one. C'est aussi une question, j'aimerais bien que l'édition prochaine, il y a le topic des best practices concernant les modèles économiques choisis par certaines entreprises culturelles en Afrique. Donc, c'est un dilemme que je rencontre moi. Merci. Okay, thank you very much. As we are closing this panel, I recall that one of the conclusions of the last days had indeed been the variety of creative economies, that already thinking plural helps, including probably on the question of business models, because as was highlighted by many of the other presentation as well, the context matters a lot. So I give the very easy question back to Tom. What is the magic wand of working through UNESCO, but also as a consultant in a constellation like the one you described? And then last comment on your side, and then it's time for the concluding words for our president. Okay, just to quickly responding to the question about Nigeria, just to clarify, yes, Nigeria has a cultural policy, as does Vietnam, but it doesn't have a national cultural or creative industries policy or strategy. So there's obviously a difference there. Interestingly, the UK didn't have a cultural policy, but it used to have a national cultural and creative industry strategy. So every country is different in that constellation of policy, the policy game we're in. But I think the opportunity for Nigeria, given its enormous strengths in the cultural and creative industries, is to think how to most effectively connect that and leverage it and project it. And there is a lot of work going on, but there isn't yet a national federal strategy or policy. In terms of the question around what to do in a country where perhaps it's relatively closed or this is a newer agenda, I suppose every country is really different and the starting point is really different. What I would say is that it's really important at the very beginning to find a shared terms of reference. So we work very hard looking at the convention and trying to interpret what that means in a specific context, in the Vietnamese context, but also in other countries. And then to find a way also of connecting the different activities that were already there. So we didn't start with the agenda about developing a national policy. Our role initially was to look at regulation and investment. But what happened was eventually we thought that the best way to take this agenda forward in terms of the convention was to develop a national policy. Because there are lots and lots of different things going on. There are training projects, there are projects around capacity building, there are projects around showcasing, and this was so atomised. So a way of actually making the case to government there was that they could share efficiencies and build a stronger long-term agenda if they actually develop this in a policy framework context rather than just having another round of projects that provided technical assistance that helped to lift the capacity of the people who'd already benefited but didn't provide an overall policy framework for the wider sector to benefit from. Okay, thanks. So, for the business model, what we tried to do was to connect these two worlds, the private sector and the creative sector. And I believe in the creative entrepreneurship program which I showed before, we could go farthest we could. Why? Because we brought specialists from the cultural sector to teach these entrepreneurs. We brought executives from the bank to teach in their own way, on their view. How could you strengthen your brand? How could you improve your business plan? How could you be more sustainable on your project?
And we also invited the entrepreneurs, the participants, to teach one another with each own's experiences. This way, we found a model of working with creative economy that is complex, it is horizontal, and we try to get the best of each universe, you know. So if I understood well what you asked, I believe this is the model we try to work with, to raise awareness for these executives in the bank, to understand that the cultural sector is not anymore a sector that needs sponsorship, but it's also an economy, and we can deal with this, with them. Well, thanks to all of you for having listened and commented so attentively, thanks to Tom, Giselle and Plata for bringing such a lot of food for thought. Opening up windows, envisioning futures is actually the title of this session. And this combination of really building a mass basis where people through such a wonderful tool like the cultural ticket are also able to be both citizens and active users of cultural products, and rethinking the whole mechanisms behind it also shows that there's a long way to go to there. And whoever brings building blocks to that is very welcome. And my thanks go really to Racines and Arterial for having been able to work together in this wonderful partnership for the last 3 years and cooking ideas like this, sharing panels and hopefully many more things to come. So please join me and another clap for our 3 colleagues on the panel. I'll pass the mic to Adele, I think, and then it's lunchtime. Just to remind you, if someone wants the book, I have some here. They can be downloaded for free by in the English and Portuguese versions also, but I have some here. Merci beaucoup pour cette ouverture et ce partage. Merci. Je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai tout à l'heure. Mais c'est des exemples qui nous donnent de l'espoir qu'on peut y arriver. C'est des pays qui étaient au même niveau que le nôtre, aujourd'hui en Afrique, et que finalement, avec une volonté politique, un travail structuré de la société civile, on y arrive. Au Brésil, c'est 8 ans. Il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a dit on va travailler sur la justice sociale, sur la démocratie, etc. C'est pas parfait, mais ils ont réussi en 8 ans, avec une volonté politique encore une fois, et avec une société civile qui se structure, qui travaille, avec une économie de cœur en fait. Donc il ne faut pas faire l'économie, mauvais jeu de mots, mais c'est une économie de cœur qui nous permet de faire ça. Moi, je rêve, il y a des pays qui étaient des pays où il y avait la dictature, et il n'y a pas de miracle, la culture est la solution, c'est simple. Quand on voit le Portugal, l'Espagne, l'Argentine, le Chili, etc., des pays qui étaient des pays dictatoriaux, avec une petite, j'ai fait mise, avec une volonté politique, à travers la culture, on arrive à migrer vers le haut, le niveau. Il n'y a pas de miracle, on parle d'économie, on parle de culture. Pour avoir une économie, il faut une stabilité sociale. Pour avoir la stabilité sociale, il y a une troisième solution, j'en connais que 2. La première, c'est la répression, la dictature, pour avoir
une stabilité forcée, avec la violence légitime de l'État. Je noircis le trait, mais c'est pour des raisons de conceptualisation, je veux dire. Pour avoir la stabilité, ou bien la force, ou bien on peut avoir la stabilité, et on a des exemples dans différents pays, par le développement humain, le développement social. Qu'on ait des individus, des citoyens, qu'on ait une démocratie, une autorégulation sociale, une évaluation, qu'on ne soit pas obligé de se faire la guerre à chaque fois qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ait des règles de base sur lesquelles on peut se parler. L'idée, c'est de rester indulgents entre nous. On n'a pas de problème. Il faudrait qu'on se rassemble et pas se juger entre nous. On a besoin de nous rassembler. Pas pour nous, peut-être, pour nos enfants. Parce qu'on voit des exemples, on voit où on est, on voit d'autres pays où ils étaient, où ils en sont maintenant, et on a, en termes de recherche, en termes de politique culturelle, en termes d'histoire, en termes de sociologie, etc., on a de quoi se nourrir en termes de comparaison pour voir que c'est jouable, aussi simplement que ça. En fait, nous, toujours société civile, il faut qu'on garde notre énergie, notre fraîcheur, notre manière de faire, mais qu'on soit aussi scientifique qu'on puisse l'être dans le mauvais sens du mot, aussi froid dans le plaidoyer pour pouvoir y arriver. Mais tout en gardant notre fraîcheur, notre liberté de penser, de créer, etc., etc. Parce que nous avons un devoir, je pense, de donner de l'espoir et de pouvoir le garder pour nos populations. Et ça ne peut se faire qu'à travers la culture. On sait dans notre histoire d'économie politique que nous avons été amputés de services publics dans nos pays. L'histoire, je ne vais pas vous refaire l'histoire, il y a eu le FMI, il y a eu la Banque mondiale, il y a eu le plan d'ajustement structurel, et on a coupé dans tout ce qui aurait pu nous permettre d'avoir un niveau normal en termes de développement humain et de développement social. On a coupé les services publics, l'éducation, la santé, etc. Il faut qu'on revienne, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, pour comprendre l'ampleur de la tâche et que vraiment, on n'a pas le temps de se chamailler. Vraiment. Si on gagne quelques petites victoires, ça nous donne de l'espoir. Vraiment. Pardon, mais je suis content. Je ne vais pas plonger l'ambiance. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par laquelle? Okay. La mauvaise, c'est que la ministre de la Culture du Cameroun était attendue pour venir faire une communication. Elle a eu un empêchement, elle ne peut pas venir. Ça, c'est la mauvaise. La bonne, c'est que ça nous permet de manger plus tôt. Alors, rapidement, on va avoir une présentation de 30 minutes et une vidéo de 4 minutes de site planète parce qu'ils font le même boulot que nous. Et l'idée, Arterial Network, l'idée c'est de se rassembler, d'aller voir tous ceux qui font le même boulot. Il n'y a pas besoin de monter le fil à coupole d'eau ou la roue, etc. Il faut qu'on se mette tous ensemble par rapport à tous ceux qui font la même chose. La deuxième information que je vous donne, c'est que Arterial Network avec d'autres, comme a expliqué Charles Valran, et dans un processus de négociation avec nos petites épaules au niveau de l'ONU pour mettre la culture comme outil de développement dans les objectifs du millénaire du développement post-2015. Les négociations sont en cours, ça va finir en septembre 2015, mais il faut pousser parce qu'on est très petit en termes de société civile, on essaie d'avoir le maximum de signatures, de soutien, etc. Parce que l'enjeu est économique, l'enjeu est une question d'équilibrage entre le nord et le sud, l'enjeu est aussi financier. Les objectifs du millénaire de développement, il faudrait qu'on puisse mettre la culture au cœur des politiques publiques de développement parce qu'on voit que l'économique ne marche pas tout seul. Il faut mettre la culture, et il y a des pays qui ne veulent pas mettre la culture, chacun a ses raisons, que le cœur ignore aujourd'hui. Mais je vous invite à aller sur le site arterialnetwork.org
à Culture Go 2015 pour nous aider, pour signer. C'est pas une pétition, mais c'est un appel. Hein? Voilà, elle m'a dit, vous dites, on est obligé, et moi aussi. Mais moi, je suis ici, je fais le diplomate. Adèle, c'est culture. Culture. 2015, c'est de culture2015gold.net. Culture 2015gold.net. Ok, je suis dyslexique. Culture 2015 Gold ou Arterial Network. D'abord, vous pouvez avoir le lien. Culture 2015 Gold.net.com. Voilà, j'invite cette planète à venir nous faire la vidéo en premier. Mettez la vidéo en premier. Non, mais je serais très heureux que tu sois à côté de moi sur scène pour faire la présentation. Oui, allez. Oui. Vous êtes un artiste, un opérateur culturel, un institutionnel, influenceur. Vous voulez trouver des informations, faire connaître votre travail, entrer en contact avec d'autres professionnels, monter un projet culturel, trouver des partenaires. Aussi est là pour vous, sur planète. Qu'est-ce que c'est sur planète avec le portail culturel qui rassemble des informations sur les artistes de l'événement culturel, du pays d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique. À ce jour, vous pouvez trouver des informations sur 40 000 artistes et professionnels de culture. Tout ceci dans 4 langues différentes, le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol. Comment faire pour faire connaître mon travail d'innovation sur le site? Subplanète est un site interactif où vous pouvez ajouter vos propres informations, vous recueillez des pages sur vos noms, votre structure, vos lieux, vos films et produits, un événement que vous organisez, une actualité culturelle, tout ça, vous devez d'abord vous créer vos comptes sur votre site web. C'est gratuit, et cela ne prend pas tout le monde. Qui décide? J'ajoute les informations cela est vraiment là sur mon formulaire de création de fichiers. Arrivé à avoir une vidéo que j'insérer sur Supernet, les contenus de Supernet sont basés sur la licence Créative commune, attribution, partage et liberté. Cela signifie personne n'est propriétaire des données du site. Ces contenus peuvent donc être librement et facilement réutilisés et modifiés à condition et d'être diffusés à leur pays sous certaines conditions. Et comme vous faites pour entrer en contact avec d'autres professionnels du secteur culturel, vous avez plusieurs des éditeurs publiés votre vous êtes curateur et vous avez besoin de classifier pour montrer votre exposition. Vous êtes organisateur, vous avez besoin d'acteurs pour jouer dans votre film. Vous êtes programmateur et vous avez besoin de rencontrer de nouveaux musiciens dans votre festival. Vous avez besoin de réseaux sur place. Vous pouvez contacter les professionnels du réseau par mail, par téléphone ou par Facebook. Et visiter leur site internet ou leur espace ainsi que leur compte. Tout cela à partir de leur fichier sur Slack. Si vous recherchez des occasions de vos consultez le flux d'informations professionnelles sur Planète via rubrique actualité. Vous y trouverez des observations, des salles, des
Bonjour. J'en ai pas du tout pour longtemps, je ne vais pas vous refaire une présentation parce que vous l'avez eu sur la vidéo. Je voudrais d'abord m'excuser auprès des non-francophones. Normalement, il y avait des sous-titres en anglais et je ne sais pas, il y a pour des problèmes techniques qui ne sont pas apparus. Je viens ici donc plutôt pour faire un appel à collaboration. Parce que j'entendais Adèle tout à l'heure dire, voilà, on s'est dit qu'il fallait, pour aider la formation et la professionnalisation du secteur culturel, créer un site qui répertorie un peu les acteurs culturels, qui aide les gens à rentrer en contact et à travailler ensemble. Je me suis dit, quelle bonne idée. C'est ce qu'on fait. Donc ce site existe déjà, bonne nouvelle, il s'appelle donc Sud-Planète. Et je viens vous voir parce que Sud-Planète, donc comme on l'a dit, c'est un site interactif, donc tout le monde peut rentrer ses informations sur le site, donc on a besoin de vous pour ça. C'est un site donc en Creative Commons, donc toutes les informations peuvent être réutilisées pour d'autres sites, elles peuvent être modifiées. Et il se trouve que, en fait, l'idée de Sud-Planète, c'est une idée très banale à la base. On l'a un peu tous eu, c'est voilà, on a besoin d'informations sur ce qui se passe dans le pays d'à côté, on a besoin d'informations sur notre propre pays, donc dans le secteur culturel, on a besoin de mouvements réseau. Donc évidemment, il y a pas mal d'initiatives en fait qui se créent, qui sont similaires à Sud-Planète. Et je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas tant de gens que ça au final qui connaissent Sud-Planète. Les gens connaissent Afrique plutôt, donc l'organisation qui gère le projet. Mais parfois, les gens ne savent pas que Sud-Planète existe et donc ils créent d'autres sites qui font un peu la même chose. Et le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas toujours compte qu'ils mettent les pieds dans un panier de crabes pas possible. En fait, c'est assez compliqué de créer une base de données comme ça qui fonctionne. Il y a plein de questions qui se posent parce que si vous mettez des informations vous-même, le jour où vous n'avez plus de sous, le jour où vous n'avez plus les bonnes volontés pour ajouter des informations, le site meurt, n'est plus mis à jour, il faut payer l'hébergement du site, je veux dire le hosting. Il faut aussi, on décide que c'est les gens qui vont mettre le site à jour, ce qui est notre cas, pour qu'il soit, il y a les actualités au fur et à mesure. Il faut développer un système pour que les gens rentrent leurs données, mais il faut aussi relire ces données, les vérifier. En fait, c'est un énorme travail. Et sauf qu'il y a beaucoup de sites qui se lancent et qui meurent de leur belle mort au bout d'un an ou deux, qui sont plus mis à jour. Donc voilà, c'est un peu dommage. Il se trouve que Sud-Planète bénéficie de l'expérience d'Africulture. Nous, c'est 15 ans de base de données que vous voyez là-dessus. Donc c'est pas 3 artistes sur le Bénin, 2 films au Kenya et 3 groupes en Afrique du Sud que vous allez voir. Comme vous avez vu, on a 36 professionnels du secteur culturel sur la base déjà. C'est vraiment des fiches avec une information sur qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait, quelles sont ses œuvres, la photo, le contact, donc ça c'est très important. On développe des outils comme un espace pour présenter son projet, trouver des partenaires. On est en train de développer un kit pour que les gens puissent créer leur propre mini-site personnel via Sud-Planète, donc sans payer l'hébergement. Donc voilà, c'est pour dire qu'on est déjà assez avancé là-dessus, on a déjà fait des erreurs qu'on ne reproduit plus, on avance pas mal. Donc je voulais juste vous dire que si ça a été le cas de collègues du Gabon et de Tunisie qui sont venus me voir là ces derniers jours, si vous voulez dans votre pays développer une base de données, développer un réseau, venez nous voir, nous on a déjà probablement pas mal de données sur votre pays. On peut très bien développer un portail national, on l'a fait pour déjà une quinzaine de pays en Afrique. Donc focaliser sur les arts et cultures de votre pays. C'est géré par vous. Nous en fait on fournit les outils. On a énormément d'outils informatiques. Après c'est vous qui gérez et qui développez la base. Si vous avez déjà un site internet mais que justement vous avez du mal à le mettre à jour, vous n'avez pas beaucoup d'informations, on a plein de systèmes informatiques qu'on a mis en place. Je ne vais pas ces détails, mais à travers iFrame, Widget, Soap, il y a plein de techniques qui permettent d'importer la base de données de Sud-Planète gratuitement, évidemment, sur votre site. Si vous avez des sites en construction, ça peut être focalisé aussi sur seulement une discipline artistique. Dans ce cas-là, vous prenez juste les données de ce pays, de cette discipline artistique. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, au lieu de faire double emploi, de passer énormément de temps, énormément d'argent à développer des sites qui ne sont pas toujours aussi fonctionnels, essayez d'utiliser la base de Sud-Planète, elle est là pour tout le monde, c'est vraiment une base commune, un outil commun. Voilà, je vous remercie. Alors voilà, il y a même déjà des solutions.
des fois, il y a un proverbe, non pas un proverbe, une poésie en arabe, متنبي, je veux dire en arabe, كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. Traduction, comme les dromadaires qui sont dans le Sahara, ils meurent de soif, alors qu'ils ont plein d'eau sur leur dos. C'est bien ça en rap, d'eau sur leur dos, il est immonde. Pour ne pas faire beaucoup de temps, ce que je viens de faire, j'invite Peter pour nous faire ses last remarques 5 minutes, Dunia pour faire ses last remerciements 5 minutes, et moi pour nous faire mes la surprise. Thank you. Right. Yesterday, Alain Riesco urged us to invert the badge of Africa so that Cape Town will be at the top. It was a good move, a very clever campaign, but Arterial Network wants to see all the cities of Africa making an effort in the cultural creative sector so that they can all rise to the top in this continent. Arterial Network Arterial Network is trying to grow and support and strengthen the cultural sector across the continent of Africa. This is a huge undertaking. There are huge geographical divides, language divides, financial and funding disparities across the continent. The continent is very volatile, but we are committed to this effort and we are taking responsibility for this effort, and we ask you to support us in this regard. And this conference has been a place for us to have insights into the state of the sector. We've had informative and inspirational presentations through the past couple of days that also give us insights, but at the same time they help us define the questions, the kind of questions that we need to be asking, so that we can establish the frameworks for strategies and solutions and action plans going forward. So I would ask you to share with me in congratulating all the speakers and presenters who have given us the insights to part today. Then lastly, this bringing together of people on a face-to-face encounter is such a valuable networking opportunity. We should not underestimate that difference in a place like Africa where it's so difficult to bring people together. And I just wish that we all are taking away great ideas, but also projects, collaboration. Others spoke just now of collaboration and partnership. And I'm sure that I've seen this interaction between a lot of you, and I hope that that's what you're taking away, the spirit of collaboration and partnership. Behind the scenes, putting together such an effort of this is a lot of work. And I really want to thank the implementing partners who have put this all together, the Arterial Network chapter in Morocco, Racines, and the hardworking team, and a team of volunteers, many of whom have come from other countries to be part of this effort. I'd also like to thank Thank you so much, Racines. Abadonia and your team have done an amazing job, also supported by the Continental Secretariat staff who came from Cape Town to be part of it, and the interpreters in the back have done a great job in keeping us informed. And then finally, our partners, the funders, Merci, shukran, thank you.
merci Peter. J'avais moi aussi préparé des remerciements pour nos partenaires. C'est très bien que tu l'aies fait de cette manière. Je voulais vraiment insister insister sur le partenariat que nous avons eu avec des entreprises locales marocaines pour nous accompagner sur cet événement. C'est quelque chose qui n'est pas très fréquent. Ce genre de sponsor allant plus souvent vers des activités plus génératrices d'image et de visibilité. Donc je tenais vraiment à les remercier pour nous avoir apporté leur soutien, que ce soit les entreprises bancaires ou les institutions publiques. Le ministère de la Culture, et plus précisément monsieur le ministre de la Culture qui nous a accompagnés depuis le début, et surtout la Bibliothèque Nationale qui s'est ouverte à nous pendant plus d'une semaine aujourd'hui, puisqu'on a commencé à la préparer depuis vendredi dernier. Donc merci à tous administratifs et techniques. Je passe sur les traducteurs, les photographes, les vidéographes, les agents de sécurité, tout le monde, merci. Et je voulais vraiment leur demander de se lever tous. Les volontaires, les bénévoles qui se sont joints à nous. Je voudrais que vous puissiez saluer tous ensemble leur engagement. Ce sont des jeunes africains ou d'autres pays. Je voudrais vraiment qu'ils se lèvent et que vous leur faites un gros applaudissement. Un peu de temps libre, donc je vous invite à vous promener dans la jolie ville de Rabat, les Boudaya, le centre-ville, etc. Il y a aussi Ministère musique qui propose des concerts, je pense, en après-midi, en début de soirée. Et puis ce soir, on fait la fête. Ah oui, encore. Alors, deux rappels techniques. Donc, les départs sont prévus à partir de l'hôtel BNB à 19h et à 20h. Donc, il y aura des bus pour accompagner tout le monde. J'espère que tout le monde va venir. Ça va être une chouette soirée, on va se détendre. Donc, deux départs à partir devant l'hôtel BNB qui figure sur votre carte. Et vous serez accompagné par encore l'équipe de bénévoles et nous-mêmes. Une autre, ça va se passer dans le campus d'une école partenaire, une école supérieure qui est partenaire de la conférence, qui s'appelle l'Institut d'études de management, qui est un joli campus où on pourra manger, boire et danser. Et à 19h et 20h au départ, et après le retour ce sera 23h, minuit, c'est ça? Voilà. Deuxième chose, pour les gens qui ont rempli les questionnaires, merci de les remettre à la sortie au premier bénévole que vous arrivez à choper. Merci beaucoup. Pour les départs, le bus sera devant le ministère de la Culture à 19h. Ce soir, oui, 19h. Et c'est pas une fête pour que ce soit précis, clair, net et franc, c'est pas une fête institutionnelle. Il y aura de la musique, du jazz, on pourra faire du neuf, et il y aura du lait et des boissons gratuites. Maintenant, pour la surprise, on a tout vu repas répéter. Maintenant, je demande à M. Narcisse de me rejoindre sur scène. Merci, mesdames. Puisqu'on est dans le spectacle vivant et on traverse le monde, c'est on vous préparer à vous dire que la prochaine édition, puisque cette édition se passe dans une région africaine, on a commencé en Afrique de l'Est, Nairobi, après ça était à Dakar, Afrique de l'Ouest, après on est allé à l'Afrique australe, Cape Town, aujourd'hui on est en Afrique du Nord, le reste c'est l'Afrique centrale, et c'était pour vous dire que la 5e édition se passera au Cameroun.
Merci beaucoup. Après quelque chose, je m'en vais arriver. Si mon ministre n'est pas là, je vous permets de mon ministre aujourd'hui. Si elle avait été là, sans doute, je ne serais pas ici devant vous, parce que c'est à elle que vous répondez de la parole. Mais parce que vous, si vous avez des messages, envoyez-les-moi, je vais les transmettre. Non, c'est mieux. Je suis très honoré déjà de prendre la parole devant vous en tant que représentant du Cameroun. C'est vraiment un honneur et je suis très fier que le Cameroun ait été choisi pour accueillir la conférence en 2015. C'est un challenge, ça c'est sûr. J'ai pu le travail abattu par Racines et de son équipe. Et évidemment, c'est un challenge. Et la satisfaction, je suis sûr que l'équipe de Racines est une équipe heureuse en ce moment, parce que les choses sont très bien déroulées et l'objectif a été atteint, la conférence a été organisée et j'espère aussi pouvoir en arriver là. Mais j'aimerais quand même dire que ce n'est pas le challenge du Cameroun seul, c'est l'Afrique centrale. Donc, comme c'est l'Afrique centrale, le Cameroun est simplement un lieu qui accueille la conférence. Donc, tous les chapitres d'ATNRO qui sont dans les pays tels que le Gabon, le Congo, Brazza, le Kinshasa, la République centrafricaine, alors c'est notre challenge à tous, c'est le travail du Cameroun seul. Donc, si la conférence échoue, c'est le Congo qui a échoué, c'est la République démocratique qui a échoué, c'est la RDC qui a échoué. Donc, nous devons ensemble de nous réunir, et si nous réussissons sur le Cameroun qui a réussi. Merci, une fois de plus, merci. Moi, j'ai appris une chose depuis que je suis arrivé ici. J'ai réalisé à la rebelle aussi, qui a fait de moi un rebelle. Mais un rebelle, pas un rebelle qui porte les armes, non. J'ai quelqu'un qui est beaucoup plus militant en son jour, parce qu'au départ, j'avais la tête comme ça, un peu génération WhatsApp. Vous remarquerez que tout le monde a le téléphone, la tête baissée, c'est la génération WhatsApp. Donc il faut lever la tête maintenant, je vais aller droit devant nous, et devenir beaucoup plus militant. Et j'ai compris qu'un artiste, le travail du Cameroun, beaucoup d'artistes au Cameroun sont des bases de données. La base de données. Ça veut dire quoi avec une base de données? Nationale nous a présenté un site internet ici, où vous avez simplement des chiffres, des points, des informations qui sont là. Alors on utilise simplement les informations, on les manipule, on en fait ce qu'on veut, et quand on devient obsolète, on jette. Là, c'est une base de données. Donc aujourd'hui, je pense que l'artiste va devenir beaucoup plus un outil qu'une base de données. Donc l'outil, c'est le téléphone que vous avez, c'est le stylo. L'outil, on marche avec, on en prend soin. Si on est dans l'eau, on pleure. Si c'est casse, on est gêné. Il devient partie de nous. Donc, je pense que nous devons tous ensemble cesser d'être des bases de données, mais devenir des outils pour une Afrique positive. Je vous remercie. La séance est levée, on va manger, après on fait la fête. Merci beaucoup.
making noise.